Alors la conférence de ce soir, elle est vraiment dans l'optique de transmettre une info théorique pour aller vers le pratique assez rapidement, puisque ça vise à conserver les aliments. C'est deux modes de conservation qui sont pour moi les meilleurs, les plus intéressants, les plus respectueux, et pourtant les moins utilisés. C'est la lactofermentation et la déshydratation. Souvent quand on parle de conservation des aliments, on pense conserve, donc conserve traditionnelle, c'est-à-dire grosse cuisson, ajout ou pas de sel, et puis mise en canette, généralement aluminium ou en verre dans le meilleur des cas, et puis stockage long sur plusieurs années avec un procédé de pasteurisation qui peut être mis en place. Il va y avoir aussi la surgélation comme technique. Il peut y avoir aussi les procédés alcooliques qui vont, là ce sera plus pour les liquides, mais on se retrouve toujours avec les mêmes choses. Alors avec des contraintes pour les revendeurs et puis aussi pour les particuliers que nous sommes. C'est pour ça que ce qui est le plus démocratisé chez les particuliers, c'est la surgélation et on va dire la conserve. Mais c'est des modes qui demandent quand même des ressources énergétiques conséquentes. Je pense surtout à la surgélation, où là on fait tourner des congélateurs à jusqu'à moins 20 degrés toute l'année. Généralement, c'est plusieurs centaines de litres, donc c'est ultra consommateur. Et là, justement, ce qu'on propose, c'est bon, avec un petit bémol sur la déshydratation, parce que là, on fait ça sur des longueurs étendues. Mais pour la lactofermentation, ce qui va être vraiment le cœur de la conférence de ce soir, pas parce que c'est un préambule à l'atelier de demain, mais parce que ça me semble être celui où il y a le plus de choses à dire, parce qu'il y a un processus de transformation qui se passe dans la méthode même de conservation. Ça demande aucune énergie, la lactofermentation. Ça demande, si ce n'est mécanique, celle de l'humain. Donc là, elle est vraiment intéressante pour moi. Elle est au cœur de ce que devrait être le rapport de l'homme avec l'aliment, c'est-à-dire quelque chose où on est autonome face à son aliment avec un outil, presque. Une râpe, c'est tout. Qui dit conservation dit perte de nutriments, perte de saveur, perte de maintien dans le temps. Si on mange des haricots verts frais ou des haricots verts en conserve, on se rend bien compte que c'est pas le même produit. Il y en a un qui est craquant, il y en a un qui explose en saveur, il y en a un autre qui est... On va devoir mastiquer des conserves, on va dire c'est déjà embouilli, assez peu de goût au final, c'est pour ça qu'on va les aromatiser généralement. Et puis tout ce qui est vitamines, minéraux, enzymes, c'est quasiment passé à la trappe. C'est-à-dire tout ce qui va être processus de conservation où on va avoir un échauffement au-delà de 40 degrés, on va commencer à détériorer certaines vitamines, celles qui sont hydrosolubles. Dès l'instant qu'on va dépasser les 90 degrés, il n'y a plus de vitamines, y compris celles qui sont liposolubles. À partir de 152 degrés, on va avoir une perte des enzymes aussi, au niveau nutriments, et puis au-delà de 100 degrés, il va y avoir une dégradation des minéraux, ou s'il n'y a pas de dégradation, c'est au niveau de la structure moléculaire, il va y avoir voilà, une déstructuration. Pour ce qui va être de la surgélation, c'est différent, parce que quand bien même il y a, on va dire, un échauffement par le bas, le fait que généralement ça soit fait immédiatement après la récolte, il y a un maintien de la teneur de certaines vitamines et dans la plupart des minéraux, et quelquefois des enzymes. On va dire le moins pire, ce serait presque la surgélation. Mais vient après le principe qui est de stocker un aliment longtemps, parce que souvent on les oublie dans le congélateur, et surtout c'est une dépense énergétique qui pour moi a presque pas de sens. Donc c'est à la limite le moins pire, mais presque en dernier recours. La lactofermentation, elle est en dehors de tout ça. Non seulement elle permet le maintien des nutriments, mais en plus elle augmente leur potentiel, elle augmente aussi leur potentialisation, dans le sens où l'absorption des nutriments se fera de manière plus efficace. Alors on appelle lactofermentation, on l'appelle aussi enzymation. Là ça renvoie directement à l'enzyme dont j'ai parlé, qui lui pouvait être dégradé et qui est essentiel à la vie, on verra plus tard. En gros le principe c'est de transformer le sucre des aliments végétaux en acide lactique. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça lactofermentation, c'est pas parce qu'il y a présence de lait ou de lactose. Et puis du coup, ça viendra améliorer la qualité nutritive, la qualité en digestibilité, puis ça augmentera la saveur. Le fait de pouvoir consommer des aliments lactofermentés, ça va être
une opportunité pour la plupart des gens aussi de consommer des crudités. C'est-à-dire ça reste un aliment cru, qu'on n'aura pas travaillé, mais le fait que les fibres vont se ramollir, et le fait qu'on augmente leurs enzymes, et puis qu'on maintienne les nutriments, ça va se rapprocher presque du cru. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lacto-fermenter? Là, j'ai amené un éventail de ce qui pouvait se trouver dans le commerce. Il y a des boissons, mais j'ai oublié, on aurait pu mettre aussi des jus de légumes lacto-fermentés. Donc ça peut être du liquide, donc les jus. Ça peut être des jus de fruits aussi. Ça peut être, donc là, c'est des boissons kombucha. Il y a du kéfir aussi, je sais pas, voilà, il y a du kéfir également. Ça va être également les légumes que vous voyez là, en conserve traditionnelle, seul ou en mélange. Ça peut être aussi une légumineuse comme le miso. Il y a du tempeh aussi qui est au frais. Et puis il va y avoir, ça existe aussi une manière de céréales. Il y a le cas du levain, mais aussi il y a d'autres céréales. Là c'est plus spécifique en travail, donc on ne trouve pas dans le commerce. Mais demain dans l'atelier que je vais animer, on va faire des doshas indiens. Donc là c'est à base de riz complet et de lentilles corail, où là on fait fermenter une pâte pour la cuire après. Donc en gros, tout ce qui est végétal, on peut le faire lacto-fermenter. Soit ça va être de manière autonome à partir du développement de l'acide lactique des légumes, soit par l'introduction de souches bactériennes ou de moisissures. Ce qui est le cas pour le kombucha, il faut un champignon, pour le kéfir, il faut une bactérie, pour tout ce qui va être tempeh et natto, enfin on va dire légumineuses de manière générale, telles qu'elles sont conservées en lactofermentation en Asie, il va falloir un ferment spécifique qui ne va pas pouvoir se développer sur l'aliment lui-même et qu'on va devoir cultiver au préalable. Voilà. Pour résumer, c'est un mode de conservation qui est assez sain et assez simple. Voilà. Il n'y a pas que pour la conservation que ça va être intéressant, mais aussi la saveur. Là où on perdra en saveur, là on va en gagner. Alors les atouts, moi je pense qu'on peut dire qu'il y a 5 atouts à la lactofermentation. Enfin j'en ai trouvé 5, mais peut-être qu'il y en a plus, 5, 6, parce que le dernier, celui qui mise sur on va dire la santé digestive, on peut le scinder en deux. Alors la première chose, celle qui est la plus mise en avant, c'est la conservation. Alors c'est le fait d'enrichir les aliments en nutriments. Moi c'est ça qui m'a parlé le plus. La problématique, quand on cherche à manger équilibré, quand on cherche à potentialiser ses aliments, c'est de se dire, tout est dans le cru. Mais plus il y a une durée de stockage prolongée, plus il y a une perte de nutriments. C'est ce qu'on voit dans la salade. Peu de temps après la récolte, la vitamine C, elle chute drastiquement. Et après, si on n'a pas des bonnes conditions de maintien de température, ça va, et ça se voit d'ailleurs, ça se transcrit sur le légume lui-même, il va se flétrir, la couleur il va être moins attirant, on va dire. La lactofermentation n'est plus là-dedans. C'est-à-dire que oui, évidemment, on va prendre un légume cru au départ, mais on va pouvoir, à la limite, revenir en arrière par rapport à la perte de nutriments qu'il a eu. Donc on va pouvoir compenser ça, c'est-à-dire qu'on va un peu jouer sur la nature. Et puis aussi, on va amener dans cette conservation un ramollissement des fibres. Et puis une extériorisation du jus du nutriment qui va permettre de le conserver lui-même. C'est-à-dire que ça, le fait que l'aliment baigne dans son jus, quelque part, ça va aussi lui permettre de conserver une saveur qui est très, très intéressante. Alors le deuxième point, je ne reviendrai pas parce que tout le monde le voit, enfin je ne vais pas m'étendre dessus, c'est la dépense énergétique, qui pour le coup, là, il faudrait le voir manuellement, mais en gros, ça nécessite juste un pot, enfin un récipient, ça peut être un bocal, une main pour faire pression, une râpe pour hacher petit les légumes, et c'est tout. Donc il n'y a pas besoin d'électricité, ni pour faire, et encore moins pour stocker derrière. Donc là, c'est vraiment 100% mécanique comme procédé. Hormis, on peut stériliser le bocal. Donc là, ça demandera juste à faire bouillir de l'eau, peut-être 1 ou 2 minutes pour plonger. Voilà, c'est la seule dépense énergétique notable qu'il pourrait y avoir. Le troisième atout, ça va être au niveau du goût. Alors on se rapproche du cru, on est dans le croquant, on est dans le mélange de saveurs. Et puis si on est un petit peu imaginatif, au moment où on va commencer à faire lacto-fermenter nos légumes, on va pouvoir mettre des aromates. Alors on va pouvoir mettre de l'ail, des herbes, des baies de genièvre, comme ça se fait souvent dans la choucroute en Alsace. On peut même mettre des épices. Voilà, tout un tas de choses. C'est-à-dire que c'est un large éventail de possibilités, presque infini. Parce qu'on peut mélanger les aliments eux-mêmes. Comme par exemple, là, dedans, on va avoir du chou, de la carotte, de l'oignon, du poireau. Voilà.
c'est différent. On pourrait rajouter évidemment des betteraves. Au niveau de la couleur, on peut avoir un mélange sympa, et au niveau des arômes, quelque chose de très sympa aussi. On pourrait imaginer rajouter des algues dedans, qui amènerait déjà un peu de sel de manière plus naturelle. Bon, évidemment, il va y avoir le goût salé. Donc ça déjà, le fait de les faire transformer, de se mélanger dans leur jus, les aliments vont bouger. Et puis aussi, quand on va les consommer, il va y avoir quelque chose d'esthétique dans l'assiette, et puis une saveur qui est assez inédite. Quand bien même on consommerait ces légumes-là indépendamment en cuisiné, le fait qu'ils soient lactofermentés ensemble pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça va donner une saveur qui est complètement autonome, puis unique dans son goût. Donc le fait qu'il soit rehaussé, ça, au niveau de sa saveur, c'est important. Le point le plus important pour moi, c'est les nutriments. C'est vraiment là, si on parle d'aliments au niveau de la santé, pas qu'au niveau de la cuisine, c'est de se dire, non seulement je ne vais pas appauvrir au niveau nutritionnel mon aliment, mais je vais l'augmenter. Puis je vais le maintenir dans le temps et je vais l'augmenter. On remarque qu'il y a une descente dans les ça se passe en 2 ou 3 phases. La lactofermentation, c'est au départ, le temps que le développement de l'acide lactique se fasse, il y a une déperdition de certaines vitamines, et après on voit qu'elles augmentent, pour revenir à leur niveau initial, pour ensuite même dépasser la teneur théorique de l'aliment. Donc ça, c'est assez unique, c'est-à-dire qu'on va, par le simple fait de stocker autrement un aliment, on va lui apporter des qualités en plus. Et là, je rapproche ça de la germination. C'est-à-dire une méthode naturelle qui demande très peu de moyens, mais juste une phase, un processus naturel qui se met en place et qui augmente le potentiel des aliments. Donc là, on peut dire que on verra que la déshydratation, elle maintient des nutriments, mais la lactofermentation, c'est le seul procédé, que ce soit de synthèse ou naturel, qui viennent augmenter la teneur en nutriments. Et même, elle va ajouter des nutriments qui n'existent pas aux aliments. Je pense notamment à la vitamine K, qui est assez peu présente, et puis surtout la vitamine B12. La vitamine B12, on en parle souvent pour les végétariens, ou enfin les gens qui mangent peu de produits animaux, que ce soit au niveau carné ou au niveau produits laitiers ou œufs. Mais il faut savoir que c'est la carence la plus répandue dans la population avec la vitamine D. On va dire, évidemment qu'il y en a dans la viande, parce qu'il s'en trouve dans les végétaux, et puis il s'en trouve dans les micro-organismes du sol. Voilà. Mais si la vache, parce que c'est ce qu'elle peut consommer, enfin, si l'animal herbivore consomme pas de l'herbe sauvage, ou plutôt des céréales, ou alors du fourrage ou des choses comme ça, s'il ne broute pas la terre, où il n'y a pas de micro-organismes, il va très peu y avoir de B12 dans son système, quand bien même il serait capable de le synthétiser, avec tous les antibiotiques qui sont pris par les animaux dans les filières entre guillemets traditionnelles. La B12, elle n'existe pas. Donc c'est un peu à l'heure, c'est pour ça qu'on les supplémente. Les animaux qui mangent, on va dire, de manière non naturelle. Et puis qu'en plus des antibiotiques, il va y avoir tout un tas de panels d'agents de synthèse au niveau nutritionnel pour venir combler les carences que ça viendrait entraîner. Donc de toute façon, la B12, elle est au cœur de la problématique de la population en général, et pas seulement d'une partie qui pourrait manger d'une manière plus spécifique. Cette B12, ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière, mais là on aurait très peu de personnes, je pense. Mais c'est pourtant vital, parce que pour moi c'est l'expression même de la nature, et c'est l'indicateur comme quoi l'homme s'est coupé d'une réalité biologique. C'est-à-dire coupé d'un fonctionnement naturel. S'il n'y a pas de micro-organismes présents dans le système humain, c'est en comparaison parce qu'il n'y en a plus dans le système agricole. On n'est jamais que le microcosme d'un macrocosme environnant. Et là, normalement, notre corps est capable de synthétiser la B12 au niveau intestinal. Il a été émis l'hypothèse que ça pouvait être au niveau de l'appendice. Donc là, ça va mettre en corrélation pourquoi on a l'appendice engorgé aussi jeune. Et du coup, notre flore intestinale a cette capacité-là à synthétiser de la B12. Sauf que très peu d'entre nous peuvent le faire parce que les intestins sont un peu engorgés, on va dire dysfonctionnants à ce niveau-là. Les intestins, normalement, ils peuvent assimiler, ils rejettent et ils synthétisent. Ils ont une fonction qui est triple. Mais la fonction de synthétisation, elle se passe assez délicatement, généralement. C'est pour ça qu'on remarque souvent une carence en B12.
Le fait d'amener, et là ça amène directement aux atouts suivants de la lactofermentation, d'amener des bactéries probiotiques dans le système vivant, va pousser notre système à rééquilibrer sa flore. Et donc non seulement on va pouvoir assimiler cette B12 apportée de manière externe, mais au long cours, en favorisant le rééquilibrage de la flore intestinale, qu'on puisse synthétiser nous-mêmes cette B12. Et ça, c'est un point qui est important. Plutôt que de prendre du probiotique de manière externe, qui est synthétisé en laboratoire, en sachet ou sous forme de levure ou autre, là on va les prendre de manière complètement naturelle, où c'est le corps lui-même qui va dire « je sélectionne telle ou telle bactérie pour venir ensemencer ma flore intestinale ». Grosso modo, on va dire qu'il y a 600 variétés de bactéries pour plusieurs dizaines de milliards. On estime qu'il y a 2 kilos de bactéries à peu près dans l'organisme. Donc ça fait un nombre qui est assez conséquent. Et puis ces bactéries vont se développer en fonction du terrain. Si on a une nourriture qui est très carnée, ce qui demande une flore de putréfaction, les bactéries vont s'adapter. Si on a une flore qui est plus à travailler sur des végétaux, elle va être plus une flore fermentative. Donc cet écosystème vivant, il est modulable, il est adaptable. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dire que l'homme est omnivore, quand bien même c'est pas vraiment vrai, c'est juste parce qu'il a une fonction adaptative assez poussée, qui lui permet d'être assez opportuniste dans son environnement, quelle que soit sa région géographique, ou les périodes de famine ou de disette au niveau des récoltes qu'il peut rencontrer, il va quand même pouvoir, par cet opportunisme-là, pouvoir s'adapter et survivre. Au niveau de la digestibilité, la lactofermentation, à l'instar de la germination, elle va modifier certains composants des aliments. Donc c'est surtout au niveau de l'augmentation des valeurs enzymatiques. Donc les enzymes, vous en avez en interne. Donc c'est les sucs salivaires, il y a les sucs digestifs dans l'estomac et les sucs pancréatiques. Donc là, c'est trois sucs principaux qui permettent la digestion. Là, on en apporte de manière externe, ce qui fait qu'on demande beaucoup moins de travail à l'organisme et en plus, on en demande beaucoup moins aux intestins. On leur facilite le travail. C'est comme si les aliments étaient prédigérés, en quelque sorte. On va dire le mal du siècle, c'est de pas beaucoup mâcher, ce qui rend fastidieux le travail de digestion, notamment au niveau de l'estomac et puis des intestins. Le fait que là, on ait ce travail-là qui soit fait en amont par le processus de lactofermentation, ça va nous éviter tout ça. Alors ça, en gros, de manière concrète, ça transforme les grosses molécules organiques en molécules plus petites. C'est comme si elle les fragmentait pendant la fermentation. Ça facilite notamment l'assimilation des amidons et des protéines. C'est un peu la même chose qui se passe au niveau de la germination. Ça, j'en parle souvent. Voilà, ça vient scinder les protéines directement en acides aminés et les amidons en sucre simple. Aussi, souvent on me dit faut pas trop manger de crudités parce que ça fait mal aux intestins. Alors moi je bondis toujours de mon siège, je me dis alors on est obligé de transformer l'aliment pour le rendre assimilable, ce qui nous rend assez unique dans le rédia minimal. C'est juste l'état de santé des intestins qui font que s'ils sont inflammés, la fibre dure du légume va devenir très irritante. Imaginez que vous ayez un coup de soleil sur le bras, c'est une inflammation, comme celle qu'il y a sur la muqueuse des intestins. Si quelqu'un vient mettre ses griffes sur votre coup de soleil, vous allez jongler allègrement. Par contre, si il a les ongles coupés et s'il passe juste le dos, le revers de la main, ça sera une sensation qui sera significative, mais pas spécialement désagréable. Il se passe la même chose avec les légumes. Quand ils sont crus, les fibres sont dures. Je prends notamment le cas de la carotte. On va dire c'est abrasif, presque. Et puis quand elle est cuite, la fibre est très molle. Et quand elle est lactofermentée, c'est la même chose. Mais c'est pas pour autant de dire que le soleil est mauvais. C'est de dire, ma peau n'est pas adaptée au soleil maintenant. Et de la même façon que pour remanger cru, à un moment donné, il faut faire une diète de soleil et se mettre à l'ombre le temps que la peau se cicatrise, et d'admirer quand même le fait que ça puisse se faire assez rapidement. On va mettre les intestins au repos avec les crudités, le temps qu'ils puissent se cicatriser avant de pouvoir remanger les crudités. Mais l'erreur, ça serait de penser qu'on doit manger qu'une petite portion de
de crudité, ça doit juste témoigner qu'il y a dysfonctionnement au niveau intestinal et qu'ils ne sont pas encore optimum au niveau de leur état de fonctionnement. Et puis l'outil de diagnostic, ça sera ça. Ça sera les réactions de crudité. Puis petit à petit, on va pouvoir remonter. Et donc pour les gens qui ne pourraient pas manger de crudité, on sait aujourd'hui que les crudités, c'est quand même... enfin, l'OMS recommande que ça fasse 60% du bol alimentaire quotidien. Donc c'est pas rien, 60% au minimum. Donc les gens qui ont vraiment les intestins inflammés, ça leur permet de manger des crudités sans trop se faire mal. Et en plus, ils vont travailler sur leur fond de leurs problèmes. C'est-à-dire en vraiment venant penser, avec un A, penser ces intestins-là, en faisant travailler aussi la flore intestinale qui aidera grandement à reconstituer cette muqueuse qui est lésée. Voilà, donc en gros on peut dire l'équilibre des intestins dépend des bactéries, et le fait d'apporter des bactéries de manière externe mais non transformées, non synthétisées en laboratoire, aura une action beaucoup plus physiologique et douce quand c'est le cas d'aliments lactofermentés plutôt que des produits de synthèse. Il y a autre chose aussi qui est intéressant au niveau de la digestion, c'est qu'il y a toujours un besoin d'apport acide et d'apport alcalin. Alors notre alimentation est trop acide au niveau de ses résidus. Dès l'instant qu'on va manger des crudités, on va devenir alcalin. Mais par le processus de lactofermentation, au début le pH, je crois que pour le développement de l'acide lactique, il est à 4. C'est très acide. Et après ça tend à revenir vers quelque chose de plus médian, qui serait autour de 7, mais ça reste inférieur. Donc ça amène aussi ça dans le bol alimentaire au quotidien. Cette amertume et cette acidité pour aider l'organisme à éliminer. C'est pas à consommer en grande quantité. Et là, on le verra, les quantités qui seraient intéressantes de consommer. Mais c'est intéressant d'en avoir un petit apport. C'est-à-dire une dose suffisante pour stimuler l'organisme à avoir une fonction d'élimination, puis aussi de développement de vie, on va dire, dans le milieu intestinal. Si on parle de probiotiques, on parle d'antibiotiques. Antibiotiques, antivie, donc c'est-à-dire ça vient léser le fonctionnement naturel des intestins et le développement des bonnes bactéries, enfin de la flore intestinale. Donc le réflexe qu'on pourra avoir, là on va entrer dans l'hiver, il y a certaines personnes qui vont prendre des antibiotiques sur recommandation. Au moment où on prend ces antibiotiques, consommer des légumes lactofermentés, forcément ça va aider à avoir une action moins nocive au niveau des antibiotiques. Ça sera toujours quelque chose qui facilitera le confort intestinal. Et si on sait que les intestins sont pour 80% de la réponse immunitaire du corps, il y a tout intérêt, si on prend des antibiotiques, c'est déjà qu'au niveau immunitaire, on a eu un dysfonctionnement. Donc avec la prise d'antibiotiques, on va couper ses défenses. Si au moins on arrive à les maintenir, ou les entretenir en tout cas, ça va être un sacré plus, tout en sachant qu'on va en plus apporter des éléments anti-infectieux comme la vitamine C dans les crudités. Alors ça amène tout naturellement aux propriétés thérapeutiques des aliments. Là ce que je vais dire c'est pas orienté par rapport à ce que je dis, c'est ce qui a été démontré par différentes études. Alors c'est ce que j'ai dit, c'est la stimulation des défenses immunitaires, ça c'est par l'application que ça peut avoir sur la flore intestinale, une diminution de la teneur du sang en cholestérol, un effet anti-inflammatoire, on l'a vu de manière localisée au niveau intestinal, mais ça peut être de manière plus globale, une diminution de la pression sanguine, une diminution du risque d'infection. Alors là, ça rejoint le premier point au niveau de la stimulation des défenses immunitaires, et puis c'est un antidiarrhéique. De manière générale, on dirait un régulateur du transit, que ce soit même en cas de constipation, en cas de diarrhée. Vient ensuite le point plus pratique de dire quels aliments on peut faire lactofermenter. Ça serait quasiment tous, mais surtout les légumes d'hiver. Surtout les légumes d'hiver parce qu'il va y avoir beaucoup de fibres, et puis beaucoup de fibres, et par opposition beaucoup moins d'eau. Donc c'est-à-dire c'est ça qui va être plus intéressant à faire. Il n'y en a qu'un seul en gros qu'on ne peut pas faire, c'est la pomme de terre, parce qu'il est trop amidonné. Mais ça peut être les choux, on connaît tous la choucroute.
Mais sur ce procédé de transformation de la choucroute, on peut tout faire. Le navet, les bettes, les carottes, les concombres, les betteraves, les poivrons. Ça peut mettre le citron, ça peut être aussi les cornichons. Ça peut vraiment être très large. Donc là, c'est au niveau du légume. Et après, toutes les céréales, toutes les légumineuses. Crues, évidemment, non transformées par quelques processus que ce soit. Mais tu vas pas pouvoir faire tomates, aubergines, courgettes. Non, alors courgettes, oui. Mais les autres, non, parce que trop d'eau, puis c'est du fruit et légumes, c'est un peu bizarre. Poivron, je pense que oui, quand c'est additionné quand c'est coupé avec les autres. Tout seul, pas, moi j'ai jamais fait tout seul. En revanche, non, tomate, non. Tomate, là pour le coup, ce sera plus le déshydrateur qui sera. Mais tout ce qui va être légumes vraiment d'été, enfin légumes même de ratatouille en général, on pourrait dire, ça va pas être franchement bien, enfin franchement opérationnel pour eux, mais ça nous renvoie directement au principe intéressant qui fait que les conserves, on en fait surtout l'hiver. Donc là, ça nous renvoie à la saisonnalité où on va faire du stockage. C'est pour ça que pour le chou, ça marche. Les Alsaciens en font dans des jarres de 20 kilos, ils font ça pour l'hiver. Là, c'est intéressant quand on a une bonne récolte de navets, etc. Quand on est dans l'abondance de l'été, on mange beaucoup plus de crudité. L'hiver, bon, bah, on va être plus dans le chaud, enfin dans nos régions en tout cas. De toute façon, la problématique ne se pose pas de la conservation sous les tropiques parce qu'il y a une abondance toute l'année. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'on travaille avec la saisonnalité, avec la lactofermentation. Moi, ce que je trouve intéressant, ça sera plus voilà, ces légumes-là, les choux, enfin tout ce qui est crucifère de manière générale, les navets, les blettes, voilà, betteraves aussi, c'est très bon. Europe de l'Est, ils le font beaucoup sous forme de borsch. Comment? Les carottes. Voilà, les carottes, oui, j'ai oublié, mais les carottes, c'est excellent. Voilà, ce sera plus ces aliments-là. Traditionnellement, on va dire c'est surtout en Asie où il y a la lactofermentation, mais eux, ils le font. Bon, il y a le kimchi qui est fait encore en Corée, sur base de choux, mais c'est surtout avec les légumineuses qu'ils le font. Ils ont beaucoup travaillé sur les légumineuses, ça fait 2-3 000 ans qu'ils sont dessus. Que ce soit avec les germinations, avec le soja, qui était déjà présent dans la pharmacopée chinoise il y a 2 ou 3 000 ans, et puis de manière assez vieille avec toutes les formes de soja lactofermenté, ou le tempeh, etc. La pâte miso, qui est très vieille. Voilà, c'est travailler sur base de riz ou d'orge. Et là, c'est très riche en acides aminés, on va dire en protéines, en vitamines du groupe B. Et puis, eux l'utilisent comme un condiment, les Asiatiques. C'est vraiment dans cette optique-là, assez peu, une cuillère à soupe par jour. Va y avoir aussi, là, ça va être plus Japon et Chine, le nyokmam. Donc là, c'est une sauce une sauce pour agrémenter les plats à base de poisson. On va avoir aussi le shoyu, voilà, le natto. Euh, Là, c'est assez difficile d'en trouver en France, mais je vais faire 2 ateliers. En fait, là, demain, c'est le niveau 1, le niveau 2, on fera du natto. Là, c'est un peu particulier parce qu'il faut amener un ferment, il faut avoir du natto. Là, c'est du soja jaune qu'on a fait fermenter pendant 24 heures, mais avec un ferment. Les Asiatiques et surtout les Japonais en sont très friands. Ça a un goût un peu de fromage. Enfin, c'est très particulier. Les avis sont très tranchés dessus. Moi, je sais que j'adore. Ça me rappelle le camembert au niveau de l'odeur. Puis il y en a d'autres qui détestent. Le tempeh, qui est beaucoup plus connu, là, ça vient d'Indonésie. Là, c'est consommé autant cru que frit. Là-bas, c'est vraiment un aliment qui fait partie du quotidien. Là, pareil, ça nécessite un ferment. On en trouve assez facilement aujourd'hui dans les magasins bio, dans les épiceries asiatiques. Autant je suis moyennement fan du tofu, autant quand il est lacto-fermenté, c'est beaucoup plus biodisponible, on va dire. Et d'ailleurs, si on regarde, c'est souvent sous cette forme-là qu'il est consommé en Asie et rarement sous forme brute. Donc encore, il faut combattre aussi l'idée reçue qui veut que les Asiatiques consomment beaucoup de tofu. Ils en consomment, mais surtout sous forme d'accompagnement de condiments, et la plupart du temps de manière lacto-fermentée. Et puis en Inde, il va y avoir l'idli et les doshas. Donc là, c'est des pâtes qui sont faites à base de céréales ou de légumineuses, généralement des lentilles blanches ou des lentilles corail, qui sont lacto-fermentées sous forme de pâte et après cuites sous forme de galettes. Voilà. Et puis il y a aussi le bonito au Japon. Là, c'est une préparation à base de haricots et de riz.
Alors dans le commerce, on en trouve de plus en plus. On va dire il y a quelques années, c'était assez rare. On va dire il y a 5-10 ans, on n'en trouvait pas facilement. Il y a toujours plus ou moins les conserves, mais là on en trouve vraiment pléthore. Il y en a pour tous les goûts. Tout ce qui est boisson aujourd'hui, il y en a pour tous les arômes. Ce qui était c'était vraiment une petite niche il y a quelques années. Aujourd'hui, on en voit dans quasiment tous les rayonnages frais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le travail de la marque Sojami. Bon, là, c'est des ingénieurs agronomes qui ont travaillé dessus, notamment Claude Aubert, si je ne dis pas de bêtises. Donc, eux, ils ont eu ce rapport au vivant dès le départ du projet, qui rend l'initiative et puis les recettes assez intéressantes, parce que très biodisponibles. Si vous consommez leurs produits, bon, j'ai pas d'action chez eux, hein, je dis ça, mais c'est très doux et ça facilite la digestion. Il va y avoir la même action aussi avec le miso, et voilà, il commence à y avoir une percée des aliments lactofermentés dans le commerce pour le grand public, et je trouve ça assez intéressant parce que ça amène une autre notion. Le terme lactofermenté, c'était quelque chose qui était assez bizarre, ça renvoyait au lait ou au lactose, et aujourd'hui, grosso modo, tous les gens qui sont un peu branchés alimentation bio ont déjà entendu d'aliments lactofermentés qui se présentaient dans le commerce, autre que la choucroute, bien sûr. Et puis, de plus en plus, commence à s'y mettre, on va dire, le fait maison commence à gagner de la place. Alors après, on pourrait se dire, pour qui c'est les aliments lactofermentés? Est-ce que c'est vraiment réservé à tout le monde, ou est-ce que c'est un aliment de santé qui est spécifique à certaines personnes? Alors là où pourrait y avoir une interrogation, ce serait pour une seule catégorie de personnes, c'est les gens qui ont des candidats albicans en très grand nombre au niveau des intestins, où là on va dire, c'est des levures qui se nourrissent de putréfaction des intestins, on va dire de tout ce qui va pouvoir fermenter. Encore que, mais c'est vraiment un point d'interrogation, mais c'est même pas une opposition. Ça sera vraiment au ressenti de la personne de voir ce qui se passera. Pour moi, le seul risque qu'il y aurait, ce serait qu'il y ait un déséquilibrage qui tendrait vers un équilibrage trop violent, qui induirait un trop fort relâchement ou un trop fort taux de mortalité des candidats, qui amènerait on va dire des désagréments ou des gaz nauséabonds, ou alors un auto-empoisonnement, c'est-à-dire qu'il repasse dans le sang, puis on se sent un peu claqué, on a des maux de tête, etc. Voilà ce qui pourrait se passer. Mais ça, c'est plus au ressenti de la personne plutôt qu'une opposition formelle et théorique qu'on pourrait mettre dessus. Sinon, ce qu'on peut dire, moi je dirais que c'est bon d'en consommer pour tout le monde parce que c'est un aliment qui est à vitalité haute. Alors les aliments à vitalité haute, c'est les crudités très fraîches, les graines germées, tout ce qui va être produit de la ruche frais, les algues. Voilà, ça ce sont des aliments de première, de première catégorie qu'on pourrait dire bioactifs, qui créent la vie. Après, quelle quantité consommer, évidemment, c'est quand bien même c'est très intéressant, il ne faut pas en faire une panacée, il ne faut jamais aller dans l'excès. 1 à 2 cuillères à soupe par jour, c'est largement suffisant. Par contre, si on cherche à avoir un entretien et un effet durable, il va falloir prendre une prise très régulière, si ce n'est quotidienne pendant un temps où on cherche à avoir quelque chose. De la même façon que si vous faites une cure de probiotiques, vous allez prendre un sachet, ça ne va rien faire. C'est en travaillant sur le terrain, au jour le jour, où il y aura une incidence. Alors, de mon point de vue, au niveau physiologique, à moins qu'il y ait une grosse déstructuration de la flore intestinale et qu'il faille agir fortement parce qu'il y a une crise forte, le travail à long terme sur le terrain avec des légumes lactofermentés, moi je trouve ça beaucoup plus bénéfique à terme que le travail avec des souches probiotiques développées en laboratoire. Quand bien même elles le feraient sur des substances végétales, en plus on n'aura pas l'impression de consommer entre guillemets un médicament. On mangera un aliment qui a des propriétés probiotiques et pas des probiotiques en tant que tels qu'on va diluer en sachet. On aura l'impression d'être dans la dépendance d'autre chose. Là on consommera des aliments pour leurs propriétés qui amèneront un plus. Mais oui aussi ils vont nous nourrir. Ce que ne fait pas quelque chose de probiotique. Après, quand et comment les manger, vu que c'est des crudités, comme on mangerait des crudités. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait lactofermenter des légumes un peu forts en goût, un peu d'amertume,
ça va aussi nous permettre d'avoir moins de monotonie dans les repas. Du coup, simplement le fait des navets lactofermentés, enfin ça, ou du radis noir lactofermenté, ça envoie. Il suffit qu'on ait mis quelques épices ou quelques herbes avec, ça évitera de mettre des moutardes, des vinaigrettes et autres, et puis ça permettra de varier un petit peu le quotidien. Mais ça veut dire que tu les mélanges à d'autres choses, c'est-à-dire que tu vas te faire une salade et puis tu vas rajouter dedans une ou deux cuillères de... Voilà, c'est ça. Alors ça peut être ou à part, ou on le met à part au milieu de l'assiette, ou mélangé directement dedans. Peu importe. À la limite, c'est mieux de les mélanger directement dedans, parce qu'à chaque fois, au travail de la mastication, au développement des enzymes, ça va vraiment aider la digestion. Et même les gens qui ont un peu de, on va dire, de faiblesse au niveau de l'estomac, eh ben, ça va les aider directement là, avant même le passage dans les intestins. Donc il y a vraiment un bénéfice à en tirer de A à Z, ou c'est consommé à côté des aliments. Là, je parlais des gens qui ne peuvent pas manger de crudité, donc eux, ils mangeront que les légumes lactofermentés, parce qu'ils n'auront pas possibilité d'autre chose dans un premier temps. Mais si on se fait une salade de crudité, oui, pour moi, le top, c'est de les intégrer directement dedans, ça fait... Parce que c'est un peu costaud des fois. Ah ouais. Hormis les carottes qui est un peu douce, le reste, c'est... Carottes betterave, c'est doux. C'est un peu sucré, mais sinon... Ouais, c'est... Vous voulez manger midi ou soir? Peu importe, ouais, midi ou soir, c'est... Ça serait à la limite de se dire à quel moment de la journée je digère le moins bien ou j'aurais besoin d'un coup de pouce. Ça va être vraiment comme un petit... faut vraiment le voir comme ça, quoi. Comme un petit starter, un petit peu. Qui va vraiment nous amener ce que le corps n'arrive pas au début à... C'est vraiment une aide du corps. Et après, on peut le manger... Une fois qu'on sent qu'on a rééquilibré tout ça, c'est jamais être sous dépendance, hein, parce qu'il ne faut jamais se substituer au travail du corps. Mais par contre, vu qu'on est tous plus ou moins... en balance négative au niveau de nos intestins, c'est intéressant quand même d'en prendre régulièrement. Qu'on les fasse soi-même ou pas, ça c'est on va dire le travail de lactofermentation, hormis si on a mis des ferments de synthèse, là c'est pas le cas, il n'y a pas de problème, ça sera de très bonne qualité. Les conserves sont d'égale qualité quasiment ce qu'on peut faire. Je sais pas s'il y a autant d'amour dans les conserves dans ceux que vous feriez, je sais pas. Mais au niveau, ouais, En fait, de toute façon, ça va potentialiser l'aliment et c'est un développement bactérien qui va se faire, qui va être quasiment... à moins d'avoir des légumes très pauvres, puis des conditions... Après, le développement de la bactérie va dépendre des conditions dans lesquelles elle se développe. De l'humidité, de la chaleur, du temps de fermentation, voilà. Mais sinon, ça va être kiff-kiff. C'est pour ça que moi je trouve que celles qui sont faites en conserve, c'est super bien. En plus, c'est pour tenter le coup avant de s'y mettre soi, c'est très peu cher. Un pot, ça fait la semaine. Enfin, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et puis de se dire, j'essaye sur 3 semaines. Il faut quand même faire une durée un minimum significatif pour voir quels effets ça pourrait nous apporter et faire une comparaison par rapport au quotidien. Alors, essayez aussi en même temps de pas induire d'autres changements d'alimentation pour être vraiment dans la donnée objective. Parce que sinon, on ne va pas se rendre compte. Que ça soit pas un leurre non plus, c'est sûr, si on enlève la plupart des aliments qui nous font gonfler le ventre et puis qu'on ajoute des légumes lactofermentés, dire ils ont tout fait par miracle. Non, c'est de garder quand même des conditions au quotidien pour pas en faire quelque chose de miraculeux, quand bien même c'est vraiment très positif. On peut en mettre aussi dans les soupes, comme le cas du miso, et puis après dans tout ce qui va être cuit, si on parlait du tempeh ou du tofu lactofermenté, ça va être ça, et puis aussi en substitut du fromage, je parlais de la marque Sojami, eux ils ont plutôt axé sur les tartinades, pour moi ça ressemble un peu à du, faut mettre le bip là avec la marque du boursin, ça ressemble un peu à ça, c'est très, je trouve ça très léger, très frais, puis très digeste, et les gens à qui je recommande de stopper les produits laitiers, donc le fromage pendant un temps, certains y trouvent un bénéfice, puis du coup, sans le savoir, un double bénéfice, parce que souvent, si je leur demande d'arrêter les produits laitiers, c'est parce qu'il y a un souci au niveau de la sphère intestinale. Et donc là, ils vont travailler directement dessus. Non seulement ils enlèvent ce qui pourrait être un élément qui soit défavorable pour eux, en apportant en plus un élément qui est plus favorable. Donc ça peut venir aussi jouer un rôle de palliatif au niveau du goût à ce niveau-là. Avant de passer à la déshydratation, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Tu parlais des céréales tout à l'heure. Alors les céréales, oui, on va avoir les céréales, ça va souvent être fait sous forme de pâte.
sous forme de pâte, c'est-à-dire qu'on va laisser tremper la céréale, souvent du riz, au moins une 10-12 heures pour qu'elle se réhydrate. Ensuite, elle va être mixée, additionnée de sel, et puis on va laisser fermenter cette pâte pendant 10, 12, 24 heures, autant qu'elle gonfle un peu, qu'elle lactofermente, mais derrière, on va la cuire. Donc là, on sera plus dans le cru. Je sais qu'en Inde, ils font ça, notamment pour les doshas, ils cuisent vapeur. Donc on est dans une cuisson très douce. J'ai jamais essayé de les faire au déshydrateur pour en faire des galettes. Ça pourrait se tenter, et là on sera encore dans du cru. À voir. Mais les céréales, grosso modo, ça se consomme plutôt sous forme de pâte. Les légumineuses, ça va être ou sous forme solide, donc plutôt tempeh, natto ou soja, ou sous forme plutôt meuble, comme le miso, ou alors sous forme plus onctueuse, sous forme de pâte, avec notamment les lentilles, pour obtenir une pâte qu'on fait en galette, et là qui sera obligatoirement cuite. Mais alors lentilles fraîches, là, du coup Oh non, pas acheter même les lentilles sèches corail, là ça fait ça fait l'affaire. Par exemple, demain, là j'ai mis à tremper les lentilles corail pour demain, c'est avec des lentilles sèches qu'on trouve en vrac, c'est largement suffisant. Alors après, ça va dépendre de la lentille corail. Il y en a, suivant la provenance, il y a Turquie, puis je sais plus quel autre endroit pour les lentilles corail. C'est beaucoup de Turquie. Il y en a qui vont germer, et il y en a d'autres non. Ça va dépendre en fait. Celle qui germe, évidemment, là on sera dans le vivant encore, parce que si elle arrive à germer, c'est qu'elle n'est pas morte entre guillemets. Donc on pourra avoir une pâte qui soit vraiment vivante d'un bout à l'autre. Vous avez parlé d'une à 2 cuillères Ouais. par jour. Et en ce qui concerne les boissons. Ah, les boissons, un verre ça suffit. Ouais. Un verre ça suffit largement. Mais il y a des gens pour qui déjà un demi-verre, ça va donner beaucoup de ou de gaz ou d'euro. Parce que ça va agir très fortement. Donc là encore, ça sera modulé en fonction du ressenti. Là par contre, je mettrai plus en avant la qualité des boissons, notamment du kombucha, vendues dans le commerce, plutôt que celle qui est dans la maison, faite à la maison, parce que c'est un procédé qui est très particulier. C'est-à-dire qu'on peut avoir une boisson qui est très acidifiante, et puis au contraire, qui va induire une augmentation de l'acidité dans l'estomac, parce que c'est quand même une technique à maîtriser, et c'est surtout des processus de fermentation qui sont plus longs. Sur le kombucha, on est entre 10 et 15 jours. Bon, le kéfir, c'est plus court, hein, c'est entre 1 et 3 jours. Mais il faut faire gaffe quand même. Il faut faire gaffe quand c'est les conditions. Autant la lactofermentation des légumes, c'est à l'odeur, on va reconnaître si c'est bon ou pas. Autant sur les boissons, c'est beaucoup plus dur. Et donc du coup, on peut se planter en le faisant soi-même. Et si on en consomme trop, avoir un effet pervers, c'est-à-dire une augmentation des symptômes qu'on était venu tenter de corriger. Les jus de légumes, j'en avais pas parlé, lactofermentés, marque Vogel, je crois qu'il fait ça, qui sont très bons. Des fois, les personnes qui n'ont pas de centrifugeuse, des fois qui aimeraient consommer des jus, c'est quelque chose qui est intéressant, les jus lactofermentés, parce qu'ils restent vivants, très digestes, donc c'est intéressant. C'est intéressant de ce point de vue-là. Il n'y a pas beaucoup de saveurs encore, il y a carottes, puis des mélanges, plusieurs légumes, voilà. Donc ça, je trouve qu'ils sont très bons, puis pour le coup très sucrés, acidulés, de manière très sympa. Et du coup, il faut éviter les légumes lactofermentés, éviter de les faire chauffer. Si on les chauffe, du coup, on va détruire les enzymes à 52 degrés. Après, ceux qui sont faits avec ferment comme le tempeh, ça va y avoir une action très, très limitée. Par contre, ceux qu'on a travaillés sous forme de crudité, oui, on va détruire vitamines et enzymes. Quand tu dis rajouter dans la soupe, c'est en fin de cuisson, dans l'assiette. C'est ça. Ou alors quand je parlais de la soupe, c'était même plutôt de miso, à la limite. Ah ouais. C'était plutôt du miso, ou alors des crèmes comme le sojami, comme épaississant. Mais sinon dans la soupe, si vraiment c'est une soupe un peu épaisse, en fin juste au moment de déguster à la limite. Ça, ce qui pourrait remplacer comme, je sais pas, les vermicelles ou des choses comme ça.
Dans le miso, il y a du gluten ou pas? Alors, miso d'orge, il y en aura un peu, et puis sinon miso de riz, non. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le processus de lactofermentation, enfin de fermentation et de germination, pour moi, avec le gluten, c'est moins pire, hormis que pour quelqu'un qui est en cœliaque, Oui, oui. maladie de cœliaque. Sinon, moi, je sais voilà, que ce soit de miso ou de riz. Il y a Maintenant, plus de bénéfices à en consommer parce que c'est lactofermenté et Ouais, que de, comment dire, de conserver de bénéfices. d'avoir des effets négatifs, voilà, d'inconvénients, ouais. Ouais, non, enfin moi en tout cas, je sais que je suis assez sensible, je vois, Ouais. miso d'orge, ça me fait quasiment rien, quoi. Enfin rien même. Faut essayer. Ouais, donc c'est vraiment assez peu significatif de mon ressenti personnel, puis de ce que j'ai pu constater chez d'autres personnes. Après des cœliaques, j'ai pas de retour et je me risquerais pas à leur dire de faire l'expérience. En tout cas, il reste du riz, mais il y en a d'autres. Il y en a qui sont faites, je crois que celui-là, il est fait sur pâte de soja. Voilà, miso pur soja. Donc là, c'est 3 ans de fermentation. Les autres, en général, c'est plutôt 2 ans. Le miso, c'est très long à faire fermenter. Et j'ai oublié que les propriétés du miso au niveau aliment lactofermenté, c'est un peu particulier parce que ça draine aussi ce qui est toxique. C'est pour ça qu'il y avait une pénurie au moment où, entre autres, où il y a eu Fukushima. C'est non seulement parce qu'il y avait une rétention là-bas, puis aussi parce qu'il y avait une consommation pour drainer un peu, endiguer la radioactivité qui était présente. Et puis on constate aussi pour les gens qui sont en chimiothérapie ou en radiothérapie que la consommation de miso drainait ça. Donc voilà. Moi je sais qu'aussi je le recommande aux gens, en plus des gens qui ont fait des anesthésies générales, pour aider à... Traditionnellement, les femmes qui viennent d'accoucher, le premier pas c'est un bouillon de miso. Ouais, c'est quelque chose en Asie, c'est quelque chose qui est coutume d'être fait. C'est très digeste, c'est bourré de nutriments, c'est très riche en acides aminés. Moi, je sais que ce que j'avais fait pour ma compagne pendant toute la semaine, je lui ai fait soupe miso avec de l'ail. Voilà, c'était quelque chose qui était très digeste, qui a un bon tonifiant. Et puis pour le bébé, c'est pas mal parce que oui, ça peut faire une bonne aparté. Je l'avais pas inclus dans les petites notes que j'avais faites. Mais du coup, pour les mamans qui allaitent, c'est intéressant d'amener des probiotiques, puis amener des ferments vivants dans l'alimentation. Voilà, ça rend le lait assez intéressant d'un point de vue nutritionnel. Et puis on travaille sur la flore intestinale du tout petit de manière très très douce. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Au tout départ, on va dire de l'allaitement, c'est-à-dire juste après la grossesse, c'est favorable juste après l'accouchement, c'est favorable pour le maintien des défenses immunitaires de la mère, puis vraiment lui redonner du peps, et puis c'est profitable aussi aux petits à travers le lait. Donc pour ça, c'est assez intéressant de ce point de vue-là aussi. Et après, les enfants, ils peuvent commencer d'en consommer dès l'instant qu'ils commencent à manger des crudités, dans des portions plus raisonnables. Hein. Ça ira plutôt de l'ordre de la cuillère à café, mais c'est pas du tout un problème. D'ailleurs, on se rend compte que, par exemple, là, j'en ai pas parlé parce que bon, je botte toujours un peu en touche les produits laitiers, mais on se rend compte que il y a des personnes qui ont des réactions vives avec les produits laitiers, et si le lait est cru ou lactofermenté sous forme de yogourt, mais tel qu'il est fait traditionnellement, il n'y a plus ces manifestations-là. Beaucoup moins en tout cas. Donc, toujours cette notion de vivant dans l'aliment qui est important. C'est-à-dire que si on lui enlève quelque chose, il est plus complet. Donc il est dû structurer, donc le corps pour lequel il est destiné, bon en l'occurrence pas le produit laitier parce que c'est, à moins que ce soit du lait d'humain, il n'y a plus le code pour reconnaître l'aliment, si on enlève une partie. Et là ce qu'on regarde c'est, si vous regardez la pub là, qui passe à la télé, c'est maman avant elle faisait la tête le matin parce qu'elle ne pouvait pas consommer de lait. Et Candia ils ont enlevé le lactose, puis maman elle peut sourire le matin parce qu'elle peut consommer du lait. C'est-à-dire qu'on bidouille avec le truc, c'est de dire la cigarette te fait tousser, en gros je vais faire un truc qui adoucit la gorge, je vais mettre un truc qui adoucit la gorge puis tu pourras continuer. Mais on va masquer le symptôme qui fait dire que pour la maman le lait c'était pas bon, puis même en le bidouillant ça le fait pas au fond parce qu'on va masquer son symptôme qui lui disait que c'était pas terrible. À la limite ça va être de l'eau de couleur blanche auquel on aura mis des nutriments de synthèse, mais il y aura plus rien. Il y aura plus grand chose. Et donc gardez toujours cette chose, alors que ça vaut pour les légumes, mais pour tout ce qui va rentrer dans le système vivant,
que dès l'instant qu'on va ôter ou qu'on va déstructurer l'aliment, il n'y a plus le code de reconnaissance. Au niveau de l'ADN, ça fait plus le boulot. Et c'est pour ça que dès l'instant qu'on va consommer moins de 50% d'aliments crus dans un repas, il va y avoir une hyperleucocytose digestive qui va se produire. C'est-à-dire un déclenchement de globules blancs qui va voir comme une invasion ou une intoxication. Et puis, ces globules blancs, ils vont aller combattre cette attaque-là. Ce qui ne se produit pas au-delà de 50% d'aliments crus. Je pense que c'est entre autres pour ça que l'OMS recommande 60% de crudité minimum. Et c'est pour ça que je trouve un peu une hérésie qu'on ne recommande pas 60% de crudité aux gens qui sont malades, parce que leurs globules blancs, ils en ont besoin pour ça. En diététique classique, là je vous dis parce que je suis diplômé en diététique classique, donc c'est une crudité par jour, pour une seule raison, pour la vitamine C, parce que le corps ne peut pas la synthétiser. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de vitamine C, je pense qu'on ne recommanderait pas de crudité. Mais on reste dans le domaine de l'empirique, c'est-à-dire analyse des nutriments. Alors que si on est dans l'observation plus générale, s'il y a un déclenchement de globules blancs au niveau de la consommation de plus de 50% d'aliments cuits dans un repas, c'est un indicateur fort que c'est pas fait pour le système. Alors que ça ne se produit pas. Donc même si c'est pas mal de consommer cuit, mais c'est bien de se dire, si je consomme 50% cru, je garde mes forces. Parce que sinon, de dire, j'en perds. Je mange et je perds des forces à chaque fois. Et là, ça renvoie au niveau de certaines pathologies comme j'extrapole un petit peu, mais vu que je suis lancé j'y vais, notamment des cas de diabète. Bon, enfin, j'extrapole oui et non. Pour des personnes diabétiques, aujourd'hui, il y a des régimes qu'on sait très efficaces en 3 semaines, et les gens mangent que cru. Et ils n'ont plus de diabète, ils sont plus insulinodépendants. C'est un principe tout simple qui fait que si je mange cuit, je vais solliciter les sucs digestifs internes, vu que les enzymes externes présents dans les aliments sont détruits à 52 degrés. Et donc il va y avoir une production enzymatique au niveau du pancréas, qui va lui demander un travail, donc pendant qu'il fait ce travail-là, il ne va pas pouvoir sécréter de l'insuline. Il ne peut pas être au four ou au moulin, enfin en tout cas, sa vitalité n'est pas assez forte pour accomplir les deux tâches. S'il est au moins délesté cette tâche-là de sécréter des enzymes pancréatiques pour aider à la digestion des aliments qui devraient le contenir eux-mêmes, il va pouvoir se restaurer, régénérer ses cellules, et plus tard assurer directement la production d'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Voilà, c'est encore une fois un pragmatisme bête et méchant. Il y a plusieurs écoles, c'est l'université de Newcastle et l'université d'Oxford qui ont mis ça en protocole il y a 30 ans, donc on sait ce que c'est. Il y a le docteur Gabriel Coussens qui applique ça depuis 30 ans aux États-Unis. C'est 80% de réussite en 3 semaines pour les diabétiques de type 2, et pour les diabètes de type 1, cette cure de 3 semaines, ça marche à 30% de réussite. Il n'y a pas de complément alimentaire dedans, c'est juste délaisser le travail du pancréas. Et donc cette logique de respecter le fonctionnement organique vivant du corps, elle peut s'étendre aussi à l'intestin, et donc lui dire, t'es déstructuré, je te déleste de cette tâche-là et je t'aide un petit peu, momentanément, en t'apportant des probiotiques, puisque ta flore est, ma flore, est un peu en délicatesse. Est-ce que vous avez des questions sur la lactofermentation ? Sur ces produits, il y a une traçabilité, on voit en les achetant sur les flacons c'est-à-dire fermentés. Si on voit s'ils sont lactofermentés. Oui, il y a marqué, oui, c'est marqué, voilà, chou rouge, lactofermenté, d'accord. Origine France. La lactofermentation transforme les sucres naturellement présents dans le légume en acide lactique grâce à l'ajout indispensable de sel. Voilà, après il y a les propriétés nutritionnelles. On nous met qu'il y a 0,03% d'acide ascorbique. Voilà, mais dans tout. Très peu calorique. En pratique, Oui. tu fais comment pour faire des légumes lactofermentés ? Ça va être, c'est vraiment tout simple. Déjà, il faut venir à l'atelier de demain. Non, je rigole, Voilà. je rigole. En fait, tu râpes. Il faut déjà couper en petits morceaux. Ouais. Ça, c'est la première base. Éplucher, couper en petits morceaux. Ensuite, faire bouillir le contenant. Et puis presser. Les presser pour faire le vide d'air. Et puis, si on les presse, on va faire se dégager le jus du légume. Et donc, ça va faire le légume va baigner dans son jus, ce qui va faire rendre hermétique. C'est ça en fait. Tu râpes, tu fais cuire. On stérilise le bocal, si tu veux, pour pas qu'il y ait de bactéries pathogènes dedans. D'accord. Imaginons, là j'ai mon bocal qui est comme ça, j'ai râpé mes légumes, normal, à la râpe manuelle, et ensuite je les presse, ou avec un pilon,
ou avec un gros morceau de bois, là, ce que font les Alsaciens par rangée de 20, ou alors, moi je sais que je le fais au point, comme ça, tu presses pour tasser, et en tassant, tu les comprimes, et vu que c'est râpé fin, tu refais remonter le jus du légume. Et donc à un moment donné, tu vas avoir, vu que c'est comprimé fort, tu vas avoir le jus qui dépasse le volume des légumes, et là tu sais que tu as envie d'air. Et après, derrière, tu peux ou remettre un poids pour être sûr que tes légumes ne rebaissent pas, et puis faire un joint hermétique. Ça sera ou un joint à base d'eau, ce que généralement on fait dans les pots en grès, ou alors un joint traditionnel en caoutchouc. Ou eux, comme ils l'ont fait, là c'est vide d'air, cloc, sous la conserve. Voilà, c'est pas. Et puis tu ajoutes un peu de sel derrière. Puis après tu ajoutes des aromates, autre chose. À la fin, tu rajoutes le sel. Ouais, à la fin, ouais. Moi, ce que je fais, je récupère un peu de jus, je mélange avec un peu de sel. En gros, moi j'en mets 1%. 1% et demi de sel. Tu remues, puis tu remets dedans. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, si tu fais lactofermenté autre chose que des légumes, ben ça sera des procédés beaucoup plus différents et puis complexes aussi. Là, c'est la manière la plus simple, la plus basique. Après, il y a tout des cérémonies différentes selon les endroits, selon les pays, selon les coutumes, selon la complexité que veulent y donner les gens. Moi, je préfère rester au plus simple, et puis après, on enrichit si on veut. Évidemment, si on va faire des mélanges... mais grosso modo, ça reste toujours pareil. Faire le vide d'air, faire baigner dans son jus, ajouter un peu de sel, et puis stocker dans un air qui est à 15, 20, 22 degrés pendant plusieurs semaines. Voilà. Le sel obligatoire. On peut faire lacto-fermenter sans sel, mais là, ça sera une consommation qui sera plus rapide. D'accord. On va consommer dans les 10 jours. Voilà, c'est pour la conservation, le sel. Moi, j'essaie d'en mettre le moins possible. J'essaie de rester autour de 1%, voire moins. Mais là, ça demande des compositions beaucoup plus drastiques au niveau de l'environnement, notamment au niveau de la température. L'idéal, c'est une cave. Une cave, c'est le top. Les premiers jours, ça a l'air un peu plus ambiant. Les 3-4 premiers jours, et après, pour l'accomplissement complet de la fermentation, on peut le mettre plus au frais. Le sel, oui, c'est sûr que c'est ce qui va aider à la conservation, mais on peut faire des lactofermentations qu'on consomme au bout de 3-4 jours, et là, le sel, il est pas indispensable, quoi. La fermentation se fait au bout de 3-4 jours quand même. Ouais. D'accord. Le développement de l'acide lactique, voilà, c'est ça. Ça va être au bout de 3-4 jours. Et là, ils commencent à être prêts à consommer. Après, évidemment, plus on va attendre, plus il y aura de propriétés qui vont se développer. Mais c'est déjà intéressant. On va dire, si on veut se faire plaisir en mettant des aromates, enfin, se faisant des choses. On nous a donné, par exemple, dans le panier bio qu'on a, ou un ami qui a fait beaucoup de choux, des trucs. On veut en consommer rapidement, mais de manière différente, sans trop se prendre la tête aussi à faire des travails longs. Ben, on râpe juste, hop, on comprime, on met quelques aromates, on met sur l'étagère. Si on n'a pas de cave, par exemple, ou pas de place, ça fait déjà bien l'affaire. Ou des petits bocaux comme ça. Parce qu'il faut beaucoup, au bout de 4 jours, c'est prêt, on les consomme sur la semaine, on n'a pas besoin de mettre de sel. Et du coup, il y a ce problème-là aussi, manger trop d'aliments lactofermentés auxquels on a adjoint du sel, ben, il va y avoir la problématique de consommer trop de sel aussi. Même si ça demeure raisonné quand même. Pour les boissons, bon, c'est plus complexe, demain je parlerai du kéfir, mais en gros, il faut donner une nourriture aux bactéries ou à la levure qui se trouverait être quasiment systématiquement du sucre. Et après, les conditions, elles varient suivant, mais ça va toujours être pareil. Une atmosphère aux alentours de 18, 22, 25 degrés. Bon, le kéfir, ça peut être plus haut. Moi, j'en ai déjà fait à 35, 40 degrés, mais en 12 heures, il est prêt, quoi. Ça fait des bulles, on dit croire à boire du champagne, mais c'est assez simple. Kombucha, c'est plus complexe. Là, il faut faire infuser un thé noir, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus spécifique. S'il y a du métal, on coupe. Le champignon est beaucoup plus fragile. Une bactérie de kéfir, c'est quasiment increvable. Voilà, le natto, ça va, c'est assez simple. Mais là, ça demande l'ajout de ferment, donc on est aidé par le ferment. Dès l'instant qu'on va accompagner un processus naturel, forcément, il faut qu'il y ait des conditions un peu naturelles. Et quand on les recrée de manière artificielle dans un environnement comme un appartement ou une maison, c'est tout de suite plus spécifique. Moi, je comprends pas comment se fait le vide d'air.
Ah bah simplement par le fait que, en fait, il faut pas que le légume soit au contact de l'air. Donc s'il est immergé dans son jus, bah c'est bon. Ah, c'est d'accord. Oui, mais tu vois, sur des conserves comme ça, c'est pour ça que je suis Là, appuyé. c'est T'as pareil. t'as bien le vide d'air. Ouais. Or, en principe, le vide d'air, il se fait par la stérilisation. Eh bah, je pense. C'est quand tu stérilises où la différence de température fait que quand ça refroidit, ça. C'est à 72. Normalement, ouais, tu passes à 72 degrés pendant 1 ou 2 secondes. Et puis après, c'est en redescente. Bah là, il n'y a pas marqué que c'est stérilisé. Hein. Je poserai la question au fournisseur. Ouais, ça pourrait être intéressant. Savoir comment Mm. On fait des chambres à vide. les chambres à vide, comment tu tires. Oui, Il faut que tu aies des chambres à vide, il faut que tu aies Un levier, ouais. une entrée Ouais. où tu tires à vide. Quoi. Là, je vois pas. En tout cas, on voit que c'est vraiment chargeant au jus, quoi. Ça, je sais pas eux comment ils le font. En tout cas, ça se conserve vachement longtemps. Eux, là, Ah, peut-être ils ont mis beaucoup Combien de sel aussi. jusqu'en 2018. Mhm. Donc là, il y a vraiment. La quantité de sel. Alors, le sel, bah, il y a marqué sel marin. Mais il n'y a pas la quantité. Ouais, parce que c'est ça qui joue aussi. Oui, il va y avoir ça. Si on en met beaucoup en roux, c'est pas excessif. Enfin, s'il y Ouais. avait vraiment beaucoup de sel, On le sentirait. Oui, Non, on c'est sentirait pas, le c'est sel pas, rincé. c'est pas, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Là, pour ces légumes-là, Ah, j'irai à la pêche. en tout cas, une fois qu'ils sont ouverts, ils se conservent moins longtemps, ça c'est clair. Donc c'est sûr qu'il y a un travail de l'air qui a été fait dessus. Je sais pas comment c'est fait. Le miso, même si c'est ouvert, lui, il reste, peu importe. Lui, il n'y a pas besoin de vide d'air ou n'importe quoi. C'est pas un souci. Ouais, quand tu l'ouvres, tu le mets quand même en réfrigérateur. Si tu le consommes sur une semaine, Oh non, même pas. Des fois, je le laisse dehors pendant 10 jours, 15 jours, il perd rien. Il va juste se ramollir, mais au niveau du goût, parce qu'une fois, pareil, j'étais allé chez quelqu'un qui le stockait sur une étagère, parce que j'étais assez sceptique. Je l'avais goûté, j'avais rien senti de particulier. Celui-là, par contre, bah, c'est pas étonnant, les sous vide. Celui-là, par contre, tout le temps au frigo. Parce que j'ai vu qu'après, il devient tout sec et il a plus de goût, donc je me dis qu'il perd. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Le tempeh aussi, les sous vide d'air. Pardon. Oui, les carottes, c'est quand même, enfin, c'est sec entre guillemets. J'arrive pas à comprendre que ça fasse autant de jus. En... Ouais, mais plus tu les râpes fins, Oui. plus tu vas pouvoir aller dans la fibre. Si Oui, c'est ça, épais, évidemment, ouais. Bon, ça, c'est la condition, il faut que ce soit râpé fin. Ah ouais, c'est clair. Moi, j'utilise même, je disais le râpe manuel, mais je fais le plus simple, c'est de faire bon, il y a des grands trucs là de choux, de choucroute, mais moi je le fais au robot où je mets dedans et où déjà c'est râpé vite, c'est vraiment fin et puis là ça sort vraiment du jus quoi. Le but c'est de râper fin. Et c'est sûr qu'une betterave elle rendra pareil, on est dans de la fibre dure quoi. Le navet pareil, donc faut aller le chercher le jus dedans. Donc c'est de râper fin. Et quand on râpe, déjà même quand on fait des crudités, on voit c'est humide. Dès que il faut presser hein. Quand je dis que c'est simple en théorie à faire, le plus chiant c'est de presser. Hein. Quand je dis que je le fais à la main, moi j'ai l'impression d'avoir fait de la boxe avec Rocky quoi. Lui il tapait sur des quartiers de bœuf, moi je fais ça sur des carottes râpées. C'est pour ça que j'ai pas les mêmes biscottos aussi sans doute. Mais ouais ça demande quand même un effort. En général on le fait voilà, comme en Alsace où ils ont des bocaux de 20 litres. Et puis ils ont un espèce de pilon en bois, un grand mortier, bâton, avec un bout de tissu au bout, puis blam, blam. Puis ils se racontent des trucs, voilà, puis ils font ça tout l'après-midi, à taper, ils rechargent, ils tapent. Donc, ouais, c'est assez long de ce point de vue-là, quoi. C'est assez fatigant. La quantité, peu importe, on peut des petits volumes, ou même 20 litres, ou il n'y a pas de... Ah oui, non, il n'y a pas de... Bah là, je pense qu'ils font ça dans des cuves immenses. Hein. D'accord. Ouais, non, ça joue en rien. Le but, c'est que ça baigne. Faut pas. De toute façon, vous allez le voir, s'il y a un légume qui dépasse, vous allez voir de la moisissure. Et de la même façon, si vous avez quand même immergé et qu'on voit de la mousse, un peu de la moisissure, c'est que ça a fermenté trop vite, il faut écumer un petit peu, et puis ça se stabilise. Pour savoir en gros si vous avez réussi ou pas votre aliment lacto-fermenté, ça va être l'odeur. Si ça pue le pourri, bah c'est pas bon. Si c'est un agréable, un peu goût sucré amer, bah c'est que c'est bon. Moi, des fois, à l'odeur, je sais que j'ai foiré le truc. On s'en rend compte plus tard, quoi. C'est pas comme les bocaux on les fait, on les stérilise et puis on sait que c'est bon, quoi. Tandis que là, on découvre. On est dans le vivant. On est dans le vivant.
Un truc qui est mort, il va pas bouger. C'est ça. C'est ça qui est magique aussi. C'est qu'on sait que le truc, il évolue. Et que si on le consomme au bout d'un mois et au bout de 6 mois, ça aura pas le même goût. La conserve, elle aura quasiment toujours le même goût. C'est là où on est plus dans on va dire dans le subtil, et puis il faut être proche de son produit, puis suivant les aromates qu'on va mettre. Alors pareil, j'ai jamais essayé, mais moi j'avais essayé une fois de faire alors je sais pas comment ils font d'ailleurs, kombucha au gingembre, parce que le gingembre c'est antiseptique, et moi j'avais fait du kéfir au gingembre il y a des années, et puis je l'avais flingué mon kéfir, puis je m'étais dit mais pourquoi ça n'a pas passé, puis après je me suis dit bah oui, ça a tué le développement. Donc il y a des choses qui vont favoriser, et puis il y a des choses qui vont diminuer aussi dans ce principe du vivant là, de cohabitation du vivant. Il va y avoir des choses qui vont faire bouger ça. Et puis pareil, si on va prendre des légumes bio ou non bio, va y avoir plus ou moins de bacilles dans les légumes. Évidemment qu'en bio, ils n'auront pas été détruits par les traitements chimiques, donc il y aura plus de facilité à donner de la vie derrière. Il y a tout ça qui rentre en compte dans l'expression complète du vivant. Si on fait lactofermenté dans un endroit où par exemple il y a une cuve à fioul à côté, ça va avoir une incidence. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Ou alors si on fait dans un garage où on fait tourner des moteurs, tout ça va avoir une incidence dessus. Il y a une température Ouais, l'idéal c'est aux alentours, voilà, 18. On peut lactofermenter dans un frigo? Non, bah non, il n'y aura pas de développement. On va conserver plus facilement, plus longuement, mais idéalement au départ c'est température ambiante les 3-4 premiers jours que j'indiquais, et après plutôt température d'une cave. D'accord. Quelque chose de plus doux. Où là on va freiner le développement des bactéries, il va l'être, mais beaucoup plus doux. Est-ce que tu pourrais faire lactofermenter des graines germées? Je pense. Est-ce qu'il y a un intérêt? Oui. Oui, parce que là, on peut le faire avec, par exemple, ne serait-ce que la pâte de l'anticorail. Si on fait germer dans les anticorail, si on les mixe, bon après on les tue un peu au mix. Mais oui, je pense. À mon avis, il n'y a pas de souci. Peut-être pas d'intérêt. Autant profiter peut-être. Ouais. Non, mais ça peut être fait si on en a une bonne récolte. Oui, ça peut être fait. Mais autant en faire. Moi, je pense que pour moi, les meilleurs compléments alimentaires, ce sont les jus de légumes, les graines germées et les aliments lactofermentés. Pour moi, c'est les vrais compléments alimentaires humains, et à chaque fois, c'est nous qui pouvons les faire. C'est très respectueux au niveau physiologique. On va pas induire de gros efforts au corps. Et puis en plus, on va pouvoir travailler sur nos problèmes. Et à chaque fois, au niveau de la. Admettons que ce soit une carence, on va pouvoir les endiguer très vite. Admettons que ce soit sur des problèmes digestifs, on va pouvoir agir dessus. Enfin, ils auront un spectre d'action très très large. Et ça sera des choses qu'on pourra créer nous-mêmes. Et assez vite, comme une germination, ça va être 3-4 jours. Lactofermenté, 3-4 jours. Un jus de légumes, 10 minutes. Donc ça peut être des choses intéressantes. Et les graines germées, si c'est plus l'été, bah du coup, on peut compenser avec les aliments lactofermentés l'hiver. On peut vraiment travailler dans la saisonnalité avec ça. Ce qui nous amène directement, avec une transition magnifique digne de Michel Drucker, 40 ans d'expérience de télé, à la déshydratation, où là, on est vraiment dans autre chose. Là, ça sera plus les choses limite d'été qu'on va conserver. Je pense on parlait des tomates. Bon, moi, j'en avais fait déshydrater cette année, j'ai déjà épuisé les réserves, parce que c'était vraiment bon. Mais tant pis. Donc je pourrais pas manger 2 saisons des tomates en plein mois de février comme je voulais le faire pour être taquin, mais du coup non, ça va pas être possible. La déshydratation, c'est quand même intéressant du point de vue, si on a une abondance de récolte, de pouvoir stocker. Déshydratation, on pense tout de suite aux fruits secs. Donc c'est vrai que pour ça c'est super. Là on pourrait le faire avec le raisin, par exemple, où on est dans la saison, on arrive au bout de la saison du raisin, pour en faire, mais tout ce qui va être les mûres, tout ce qui va être framboise, tout en fait, les abricots, on va pouvoir les faire déshydrater, les chips de pommes. Mais ça va être aussi les légumes. Bon, la tomate, on est dans le fruit de légumes. Après, ça va être tout ce qui va être panais, patates douces, pommes de terre.
où là on peut faire de la chips aussi. Donc d'ailleurs ça peut être dans le ludique aussi avec la déshydratation. Là c'est un procédé qui est utilisé depuis très longtemps, qui reprend le principe du séchage au soleil. Aujourd'hui avec les appareils, le séchage au soleil, pour quelqu'un qui a les cheveux sur la langue comme moi, c'est une torture de dire ça, c'est aléatoire parce qu'on ne maîtrise pas la température. C'est-à-dire on l'a toujours fait mettre ça sur des toits en tôle ou étendu sur la terre ou sur des tissus. Aujourd'hui, ce qui est intéressant avec la qualité des appareils qui sont sur le commerce, donc là par contre, on est dans la dépense énergétique, c'est qu'on peut maîtriser ça, c'est-à-dire de faire déshydrater à 40, 42, 45 degrés pour ne pas perdre de vitamines. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'encore une fois, on va être dans le maintien des nutriments. On ne va pas être dans l'augmentation du potentiel comme dans la lactofermentation, mais ça sera déjà extrêmement bien de pouvoir conserver les nutriments. Et puis on va avoir un mode de conservation assez long qui pour autant pourra aussi se voir agrémenté d'un autre goût. Je parlais des tomates que j'ai fait déshydrater, je les ai fait tremper après dans une huile d'olive qui était très fraîche, avec différentes herbes, de l'ail, etc. Du coup, quand je les ai mangées, qu'elles étaient un peu réhydratées, quelque part, elles avaient une saveur qui était vraiment délicieuse. Donc on va pouvoir additionner ça. Si on fait les chips de légumes, on va pouvoir mettre à filer d'huile d'olive, quelques herbes aussi, on va pouvoir agrémenter comme ça. Les fruits, pas trop, on va plutôt conserver les fruits eux-mêmes. Il y a toute une tendance qui se met autour de la déshydratation pour la conservation, puis aussi pour l'aspect ludique que ça évoque, comme faire des purées de fruits, puis en faire des bonbons qu'on roule, ou faire des choses comme ça. Et, avec les déshydrateurs aujourd'hui, il y a toujours des petits kits ou des livres de recettes qui sont vendus pour ouvrir les gens à se lancer là-dessus. Moi je trouve que c'est un mode intéressant parce qu'on va faire perdre de l'eau aux aliments qu'on a le plus. Et pour moi ça vient vraiment contrebalancer la lactofermentation, ça vient complémenter. Mais l'intérêt, il est, parce qu'on peut faire sécher au four aussi, mais pour moi ça n'a pas grand intérêt si ce n'est gustatif ou ludique, parce qu'on sera au-delà des 40 degrés qui sont vraiment intéressants pour la conservation. Le but c'est d'enlever l'humidité, c'est de rendre l'aliment sec pour pas qu'il y ait de développement. Là, pour le coup, on cherche à ce qu'il n'y ait pas de développement bactérien. Mais on va garder tous les nutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, les fruits et les légumes, la vitamine C qui se préserve assez bien, c'est-à-dire que là, même si on est dans la crudité, on sait que ça décroît. Et puis, on va dire, en absence de milieu humide et d'eau, tout ce qui est microbes et micro-organismes, ils vont être stoppés, comme freinés dans leur croissance, emprisonnés dans leur développement. Alors après, il y a plusieurs façons de déshydrater. Les déshydrateurs les plus connus, ce sont ceux qui sont verticaux, généralement ronds. Le souci avec ces déshydrateurs-là, le bémol on va dire, c'est que la déshydratation n'est pas vraiment homogène, puisque du coup ça passe par strates. L'idéal c'est plutôt par plateau, c'est-à-dire avec une propulsion qui se fasse de manière horizontale, et là on est sûr d'être homogène. J'ai parlé des fruits et des légumes, il y a autre chose que j'ai oublié et qui se fait très bien sur les plateaux, ce sont les herbes aromatiques aussi. C'est-à-dire que c'est un peu frustrant, nous dans nos régions on en a pendant 3 mois partout, on ne sait plus quoi en faire, puis après le reste de l'année c'est très dur d'en avoir, et si on en a déshydraté, elles ont été faites peut-être avec un séchage qui est supérieur, et du coup on a moins de goût. Donc là ça peut être intéressant aussi. Tout ce qui va être menthe, ciboulette, persil, il faut vraiment le mixer, le thym, etc. C'est un moyen, même la lavande, même après ça va être sur les plantes sauvages aussi, où on va pouvoir faire. Et là on va pouvoir se faire aussi ces compléments alimentaires toute l'année. Ça va être intéressant aussi de venir les travailler. Après, le fait de déshydrater, souvent ça va demander au moins une dizaine d'heures. Donc une dizaine d'heures à faire tourner un moteur qui fournit de l'air chaud à 40 degrés, ça prend beaucoup de ressources énergétiques. Donc pour moi le mieux, malheureusement au départ, c'est de faire un grand investissement avec un déshydrateur à plusieurs plateaux, 7, 8, 9 plateaux, pour au moins les remplir, quitte à ce que ce soit avec des aliments différents, mais les goûts ne vont pas se mélanger, pour vraiment optimiser ce temps de séchage-là, qui prend quand même beaucoup de ressources. Je n'ai pas calculé, il faudrait faire un calcul tout simple, la consommation de kilowattheure que ça induit, mais 10 heures,
C'est quand même, pour faire tourner un moteur à 40 degrés, je pense que c'est pas mal, ça doit valoir une télé à mon avis. Consommation d'une télé, je pense. Donc c'est aussi à prendre en considération. Après, ce qui est intéressant, c'est de... Je sais que moi, j'avais fait un atelier sur le sport il y a 2 ou 3 ans, et puis ça permettait de faire des barres vivantes, des barres de céréales vivantes, et là, on peut faire déshydrater par contre des graines germées, c'est un intérêt, où j'avais mis des fruits frais, du quinoa germé, on avait fait une pâte, et puis on avait fait des grands plateaux, et on avait fait déshydrater, puis après couper pour faire des barres céréales. Et la plupart que j'avais revus avaient maintenu ça, puis ils en faisaient tous les 2-3 mois, plusieurs plateaux, et puis ça leur faisait leurs réserves pour plusieurs mois. Là, c'est intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on va se faire vraiment son complément, son apport. Bon, après, ça peut être juste pour le goût. Hein. On peut vraiment aller dans des choses très spécifiques, de nutrition optimisée pour le sport, où on a des choses de très digestes, à la fois très nutritifs, sans pour plomber. Parce que les barres céréales du commerce, il va y avoir des céréales qui ne seront pas germées, donc plus lourdes à digérer. Quelque chose qui a bidonné, c'est entre 3 et 5 heures de digestion. C'est dommage de se plomber la digestion pendant 3 ou 5 heures quand on fait un effort physique. Si on est dans du vivant, dans du germé, on va être plutôt dans 20-30 minutes. Donc on a un ratio qui est plus intéressant, puis surtout on a beaucoup plus de nutriments à ingérer. Après, ce qui est céréales, moi ce qui m'a amené en premier à la déshydratation, à avoir envie d'acheter un déshydrateur, c'est les pains SN. Je trouvais que donc c'est des pains de céréales. On peut faire avec du blé, du petit épeautre, du sarrasin. Ça m'a immédiatement plu parce que à la fois j'aime le pain et à la fois j'aime pas le pain. J'aime le pain dans sa consistance, mais j'aime pas le pain dans l'effet qu'il produit sur la digestion. Parce qu'on se sent lourd. Et puis du coup, mais pourtant, ça m'intéressait, cette texture-là. C'est plaisir en bouche, mais dès que ça arrive à l'estomac, j'ai un regret pendant 3 heures. Quelle que soit la farine utilisée. Alors que dans le pain germé, on est dans un pain vivant, on est dans une recette qui est millénaire, multimillénaire, et du coup qui est très respectueux, qui va se marier presque avec tout. Là où l'aliment amidonné, ce qu'on va familièrement et vulgairement appeler le féculent, va se marier avec assez peu de choses au niveau de sa digestion, parce qu'on a vu que ça immobilise beaucoup de temps, puis surtout des enzymes spécifiques, avec le pain SN, ce ne sera pas le cas. C'est pour ça qu'on peut faire des pains SN aux fruits secs, et d'autres elle mangeait avec des légumes, et ça n'aura pas d'incidence presque. Parce qu'on a déjà quelque chose qui est encore vivant. Et si vous faites déshydrater un pain aux graines germées, vous vous rendez compte qu'il est spongieux, il a de l'humidité avec, et il n'y a pas besoin de faire un gros vide d'air. Il y a besoin de fermer hermétiquement et c'est tout. Et je trouve que de ce point de vue-là, de se faire des galettes de céréales, c'est assez intéressant. Après qu'on peut venir enrichir d'autres choses. Donc là, on va pouvoir avoir un spectre d'utilisation d'aliments beaucoup plus large que la lactofermentation. Parce que là, le céréal, on va pouvoir le faire sous plusieurs formes, sous forme de pain, sous forme de barres céréalières. On va utiliser les graines germées, on va utiliser les crudités, on va utiliser les herbes. Enfin, vraiment, là, on est vraiment large. Il est possible aussi de réactiver les nutriments si on refait tremper les éléments qu'on a fait sécher. Je pense notamment aux fruits secs. Mais aussi par leur mode de conservation après, c'est-à-dire la tomate séchée, on peut en trouver dans le commerce qui est vendue telle qu'elle, c'est-à-dire en sachet et puis elle est sèche, ou alors dans comme c'est vendu en vrac, je crois c'est dans un macérat d'huile. Donc là elle est très fraîche par exemple. Et puis elle baigne dans différents arômes qui la rendent assez particulière à travailler. Moi je sais que j'aime bien, quand elles sont comme ça, j'aime bien les mixer. On en fait des sauces qui sont super onctueuses, qui ont un goût qu'on n'obtiendrait pas avec une tomate fraîche presque. Donc ça c'est intéressant. Ce qu'il faut faire après pour la conservation, c'est au sec, à l'abri de la lumière et de l'air. Voilà, c'est assez simple, et pour les durées de conservation, je pense qu'on peut là aussi aller de plusieurs mois à quelques années. Mais encore une fois, ça demande du travail, enfin c'est de la logistique quand même, là. C'est plus de logistique là, parce que ça demande déjà l'acquisition d'un matériel spécifique, un déshydrateur, à moins d'avoir un four à basse température. Je sais qu'il s'en fait maintenant aujourd'hui, des fours qui descendent à 40 degrés, donc là c'est intéressant. Si on a un four, mais par contre ça demande de la combustion d'énergie, et si on a un four,
Ça veut dire, à moins d'avoir un truc multigris où on peut mettre 4 grilles, va falloir faire plusieurs fournées. Alors plusieurs fournées de 10 heures, faut voir le bénéfice qu'on peut en tirer. On ne peut pas faire des grosses quantités en fait. Bah, si on n'a pas un gros c'est pour ça que je disais, si on n'a pas un déshydrateur avec plusieurs plateaux, on va faire très peu de quantité. Surtout qu'en plus, les légumes, quand on leur ôte le haut, ils ont tendance à se rintrir et il reste pas grand chose après. Les légumes sont complets là? Ou Oui. on les prépare. On fait rien du tout. On les épluche tomates, on met pas. une tomate complète? Ouais. Ah ouais? Bah, l'idéal, moi je sais que j'ôte un peu les pépins quand même, un minimum, mais sinon on laisse tel quel. D'accord. Et donc la peau, elle va protéger aussi parce que la tomate que vous avez coupée, elle va perdre vachement de jus. Enfin, ça va s'écouler. Oui, c'est sûr. Et puis après, donc c'est un petit peu à calculer à chaque fois. Mais un plateau rempli de... Je crois que j'avais mis 2,5 kg de tomates, ça me faisait ça. Ah ouais. Compressé aussi. Donc, Mais tu les ouvres quand même alors pour enlever les pépins, non? ah oui, je les coupe. Ah oui, il faut les couper en... Moi, je les coupe en lamelles. Je les coupe Ah en oui. 5-6 lamelles, ouais. Alors, je crois que celles qui sont vendues dans le commerce, ils doivent les faire plutôt en quartier. Moi, je les ai fait en lamelles, c'est plus pratique sur le plateau. Mais ça peut être aussi en 4 et puis posé sur la face un peu ronde. Mais il reste pas grand chose, parce que la tomate, c'est quasiment que de l'eau, quoi. Donc, ouais, il reste... ça fait peine à voir sur le plateau. Quand on a tout rempli, tout serré, on a mis nos aromates, et puis là, limite... Enfin, voilà, hein, 2,5 kg là-dedans. Comme les champignons. Les champignons, c'est pareil, voilà. Donc pour les champignons, ça peut être une méthode qui est assez sympa aussi de conservation. Quand on est fan et puis qu'on aime bien, c'est vrai que c'est des moments très spécifiques. C'est-à-dire qu'on va avoir un temps très propice, puis une opportunité d'y aller, puis de trouver une bonne tâche. Puis après, pendant 3 mois, on n'aura plus rien. Si on est vraiment fan, ben, on sait que le goût du champignon, il va vraiment rester. Là, pareil, on va devoir le réhydrater derrière. Et puis ça fera l'affaire, donc c'est une bonne technique aussi. C'est assez polyvalent la déshydratation. Et disons que nous qui sommes dans des saisons très marquées, ça permet de conserver vraiment des choses très larges, quoi. Jusqu'après, on les réutilise pas pareil, non, les aliments quand même. Les tomates, qu'est-ce qu'on en fait? On peut les ranger comment après? Ah bah soit on les fait réhydrater, soit moi ce que je disais, moi j'aime bien les utiliser, je les coupe en petits morceaux après puis je les mets dans les salades. Vu que je les ai fait baigner dans des aromates et de l'huile d'olive qui est très fruitée, ça donne encore un goût à la salade très particulier. Après, bon bah ça va être... De toute façon, il va falloir presque les retransformer. Bon, les fruits secs, soit on les mange tels quels, soit on les réhydrate un peu dans l'eau, pour pas qu'il y ait un trop fort taux de sucre qui soit présent. Les champignons, bah, va falloir les refaire réhydrater, ça c'est certain, voire même les refaire bouillir, suivant comment ils ont été déshydratés. Les légumes, ça peut être directement en chips aussi. Ça dépend aussi de la déshydratation qu'on va chercher. On peut chercher à obtenir quelque chose de très sec, puis quelque chose d'un peu plus humide, et là qui se gardera moins longtemps aussi. Mais de toute façon, consommer tel quel, une tomate sèche, mâcher un petit peu du caoutchouc, quoi. On va dire les tomates qu'il y a en sachet plastique dans le commerce, en magasin, les 3/4 du temps, je les utilise pour faire comme des pâtés végétaux, ou alors je les mets dans de l'eau de cuisson douce pour qu'ils se réhydratent et puis mélanger à une céréale ou des choses comme ça. Ou alors quand on les met dans une salade où il y a de l'huile, des vinaigres, etc., elles se gorgent un petit peu d'humidité, et puis là c'est beaucoup plus masticable. Ça va être surtout à la mastication où ça va poser un problème. Ce qui peut être pas mal dans certains cas, sachant qu'on ne mastique pas beaucoup, donc des fois ça force à aller chercher une mastication. On peut se faire aussi des pâtes de dattes, par exemple, je ne vais pas parler, mais des oléagineux, on peut en faire déshydrater. Ça peut être comme ça aussi. Enfin voilà, c'est assez large. Et là on peut consommer tel quel la pâte. Par contre, sur les légumes, tu perds quand même pas mal en nutriments en déshydratation, non? Disons que la plupart des choses sont contenues dans l'eau, mais ça va être redirigé dans la fibre. Mais tu vas en perdre forcément, quoi. Et vitamines? Vitamines, pas tant par l'action de l'échauffement, parce que ça va, sauf si c'est au-delà de 45-50 degrés, tu vas avoir quand même conservé, alors les mesures précises pour les avoir c'est compliqué, mais en tout cas tu auras plutôt une migration à l'intérieur. C'est-à-dire c'est l'eau qui va s'évaporer, mais il n'y aura pas tant que ça de nutriments qui vont partir à l'évaporation. Ils vont plutôt migrer dans la fibre. C'est vraiment l'eau qui sort.
Après, on peut pas dire que ça soit aussi concentré que l'aliment brut que tu avais au départ. Tu as une perte quand même. Mais pour qu'il soit beaucoup plus assimilable, le mieux c'est quand même de les retremper dans l'eau. Mais là aussi il y aura un risque de migration, du coup. Ça va repartir dans l'eau de trempage. Donc je le mettrai en deuxième position. En gros, idéalement pour moi c'est la lactofermentation en conservation. En 2, la déshydratation. Puis en 3, la surgélation. Est-ce que vous avez des questions sur la déshydratation? Moi, j'ai rien compris à l'histoire des pains déshydratés. Ah, qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai pas compris comment tu fabriques ça. Ah, bah tu prends par exemple, tu fais germer du blé. Tu as déjà fait germer du blé? Bah, tu fais germer du blé quand il a 2-3 jours. Tu le réduis en pâte. Avec un robot ou avec un pilon, tu es d'accord que ça te donne une pâte très meuble où tu peux même faire une boule. Tu en formes des petites galettes. Tu les poses sur ton déshydrateur et puis tu fais déshydrater jusqu'à temps que ça soit un peu moelleux. Ça va être entre 12 et 16 heures. Et ça te fait un pain, on appelle ça un pain parce que c'est à base de blé, mais puis bon aussi ça a la consistance un peu d'un pain, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Tu as jamais vu à quoi ça ressemblait le pain SN? Tu en as ici. Tu pourras regarder. C'est ça, finalement. Oui, c'est ça. Mais ceux que tu vas faire au déshydrateur, là c'est un processus très complexe, ceux qu'ils ont. Ça sera plus sous forme de petites galettes. Vraiment, allez, ça va être 1 cm de haut, et puis 5-6 cm de diamètre. Et là tu vas pouvoir utiliser plusieurs formes de céréales. Tu auras surtout, moi je sais que j'aime bien au petit épeautre. Tu vas avoir le blé. Tu peux mettre un peu de sarrasin, puis tu peux faire des mix, évidemment. Je crois que là c'est Gaïa la marque, eux, ils font avec des lentilles aussi. Et puis ils ajoutent aussi quelquefois des fruits secs, Figue, dattes, figues, et puis même il y en a aux noix, je crois, ou je sais plus. raisin. Voilà, ça peut être assez large. En gros, c'est ce principe-là, sauf qu'eux, ils ont, moi je trouve, un super savoir-faire. Enfin, vraiment, c'est assez remarquable la qualité de leur travail. C'est assez dur à reproduire chez soi parce qu'ils ont il y a un truc dans leur savoir-faire, la préparation de leurs pâtes qui est très spécifique. Moi, je sais que j'arrive plus à faire des galettes de petite taille. C'est très bon et ça se garde vraiment très longtemps. Non, vous dites que ça s'appelle pas SN? Pain Essen. Essen. En fait, les Esséniens, c'était une Essen. E2SE. Oui, voilà. Ça se présente comment? Sous forme de galettes. Là, c'est des gros pains qui doivent faire 400 grammes. 2 à 400 grammes. Quelque chose comme ça. Oui, j'aurais pu en. Ça se mange comme du pain. Enfin, comme des galettes. Oui, c'est ça. Là-bas, Mais c'est du pain même qui se déchire. Hein. La mie est vraiment très très tendre. Hein. D'accord. Ouais, c'est vraiment. Mais c'est lourd. Hein. Vous en mangez beaucoup moins que le pain parce que là, au niveau nutritionnel, c'est extrêmement riche. Hein. C'est très très dense. Ça se digère facilement. Ah bah oui. Ah bah, je vais pas vous parler de trucs qui se digèrent pas bien. Hein. Jamais. Ouais. Non, oui, c'est le but. Hein. Ouais, c'est très digeste. C'est très digeste et ça cale vraiment. Et là, pour le coup, les gens qui font des sports plutôt d'endurance comme de la randonnée, voilà. Mais c'est sucré, c'est salé, Bah, disons que le blé, naturellement, quand il germe, il a un petit goût déjà un peu sucré. Ça a une tendance plus sucrée qu'autre chose. Mais moi, ça se mange avec du sucré ou ça se... Non, avec n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, avec n'importe quoi. Ça se mange seul, Ça se mange au moment du repas, pas en encas, peu importe. Alors là, c'est un aliment qui se suffit à lui-même, mais par contre, qui aura la possibilité de se marier avec tout. Ce qui est un peu l'avantage des graines germées. C'est que ça se marie. Autant il y a des combinaisons alimentaires qui sont défavorables entre certains aliments, autant dès l'instant qu'il y aura une germination, c'est un peu passe-partout. C'est ça qui est bien. Ça, c'est un bon étouffe chrétien aussi. Les gens, des fois, qui ont des compulsions, je leur dis, bah mange deux. Ouais, mais j'aurais pas. Ça cale. Donc, du coup, là, un pain comme ça peut faire la semaine. Ça se garde assez bien. Ouais, c'est. Après, ça dépend, on peut se goiffrer ça dans la journée aussi, hein, si on veut. Mais après, on fera pas grand-chose, quoi. C'est la densité nutritionnelle qui est intéressante.
Et c'est ça, moi, que j'essaie toujours d'amener, c'est que le corps, il a besoin de qualité et pas de quantité. Et on peut manger, c'est sûr qu'on peut manger des seaux de pâtes, on peut manger 1 kilo de pâtes. On peut le faire, du blé raffiné. Mais manger 1 kilo de PASN, qui reste du blé lui aussi, vous verrez la différence. Qu'est-ce qu'il y a entre le grain de blé qui a été raffiné et celui qui a été amené à germination? Pourtant, c'est 1 kilo de blé dans les deux fois. Mais qu'est-ce que le corps, lui, va reconnaître le plus? Alors, on pourrait dire, le blé raffiné, c'est mieux fait, parce qu'on peut en manger plus. Si on est vraiment dans... Mais si on est un peu plus subtil dans l'écoute, on va se dire, je suis rassasié. Tandis qu'avec un plat de pâtes de 1 kg, on va dire, je suis blindé. Ça sera un peu différent. Alors, il existe toute une littérature aujourd'hui sur les aliments déshydratés et lactofermentés. Quand je dis toute une littérature par rapport à il y a 20-30 ans où c'était assez marginal, là j'ai amené quelques ouvrages. Voilà, ça voilà. Je sais pas si... Voilà, celle-ci, voilà, c'est du blé. Qu'est-ce que c'est? De pain, la Voilà. fermente. Enfin voilà, il y a trois, je crois qu'il y a seigle, blé et avoine. Voilà, et ça, autant il y a des gens qui pourraient avoir des problèmes de digestion dus à ces céréales-là complètes, mais la boisson lactofermentée s'avérera être une solution pour eux. C'est... Je suis en novice, mais ça se boit? Ou c'est un ingrédient non, ça quelque se part? boit. Ah oui, ça se boit, c'est à raison d'un demi-verre par jour. Un demi-verre par jour. Ouais, c'est Ah, ça- hyper efficace. C'est un traitement? Oui, ça se prend plutôt en cure. Ouais, D'accord. ouais, c'est plutôt en cure. C'est pas le jus de fruits du matin. Ça peut, mais bon, faut... C'est, Faut aimer. C'est un peu, au goût, c'est assez acide comme ça. Alors que ça n'a pas une fonction acide sur l'organisme, mais au goût, c'est plus costaud que du kéfir ou... Enfin, moi je trouve en goût, Ouais. c'est un peu moins agréable. Donc là, on est dans le thérapeutique presque. Au niveau thérapeutique, Oui, on est peut dedans. pas, ouais, c'est pas en boire Ouais. définiment. Non, mais c'est en cure, mais par contre, c'est... Ben, après, les gens qui sont vraiment dans du chronique, ils peuvent installer ça sur plusieurs mois. Hein. D'accord. Si c'est ça qui leur parle et qui leur fait de l'effet, ça va jamais brusquer le corps. Ce qui brusque le corps, ça va être l'augmentation de la dose. Mais quand on est dans un phénomène chronique, au moins, le temps que le corps restaure ses fonctions, apporter des choses qui soient comme ça, c'est assez juste. Ça peut être assez juste sur une certaine durée. Donc, vous avez vu sur un magasin, puis là, on n'a pas tout ce qui est frais, on n'a pas ramené. Ouais, le jus de choucroute, bon là, c'est... Du choucroute. Ouais. J'ai des amis, quand ils jouaient au poker, le perdant devait devoir un verre cul sec. Voilà, c'était le gage, pour vous dire un petit peu quel goût ça a, quoi. C'est pas... Mais bon, ça fait son effet. Il y a on va dire, c'est des remèdes de grand-mère qui sont presque ancestraux, ça. Et aujourd'hui, on vient les faire comme ça. Le jus de choucroute, c'est tout simple, c'est le jus qui sert à baigner la choucroute, donc voilà. Et ça sera plus, on va dire... ça sera plus efficace parce que moins de fibres et une plus grosse digestion, ça sera plus efficace, mais plutôt que de faire si on n'a pas de gros soucis, plutôt faire une cure de légumes lactofermentés régulière, plutôt que d'aller faire, d'en manger très régulièrement, plutôt que de faire des cures de 3 semaines comme ça. Toujours l'entretien par petites touches, plutôt que d'amener des gros à-coups. Le blé dans le pain SME, là, n'a pas du tout les mêmes Alors, problèmes que dans le pain, le blé normal. oui, ça a tempéré, mais déjà la germination fait qu'il y a de la vitamine E qui inhibe un peu le gluten. Ça reste de la céréale, mais beaucoup moins pire. Moi, je sais que je mange assez peu de céréales, je mange pas de lait, mais il m'arrive de manger du PASN et je m'en sens pas Par exemple, entre mal. le pain épeautre ou petit épeautre ou le pain SM, c'est pareil, c'est à peu près Là, pour le coup, ça dépendra de la personne. Ça dépendra de sa sensibilité. Il est sûr que quelqu'un qui a un peu fragile des intestins, le pain SN de petit épeautre ou de sarrasin passera mieux que le pain d'épeautre cuit à 180 degrés. C'est sûr. Mais quelqu'un pour qui, au niveau des intestins, ça passe bien, ça sera kiff-kiff et c'est pas gênant. Après, il n'y a pas de chose mauvaise en soi. Ça sera mauvais si le terrain n'est pas adapté, et ça sera mauvais s'il y a une trop grosse répétition.
Mais quelqu'un qui n'a pas de souci spécifique avec le gluten, c'est pas un problème de lui dire mange pas de pain, c'est pas bon pour toi. Si lui il est dans le plaisir et puis qu'il prend un bon pain avec une belle variété de grains, c'est pas un problème. Si par contre s'il est en délicatesse avec ses intestins, il aura tout à gagner à essayer autre chose, ou de faire une transition vers du sans gluten, voire même de faire abstraction des céréales pendant un laps de temps plus court pour aller plus vite, et puis quitte à réintroduire s'il le veut ensuite. Ça dépend vraiment du terrain de la personne. Il n'y a pas un aliment qui soit bon ou mauvais, c'est la fréquence d'utilisation par rapport au potentiel qu'on a de le gérer. Ça va être la même chose pour l'alcool, ça va être... c'est très dépendant, c'est très unique. Puis ça dépend le terrain génétique qu'on a. Donc je sais que dans ma famille, le blé, on est 3 sur 4 à être allergiques. Bon ben, la question se pose pas trop pour moi, quoi. Ma femme, elle a des grosses avec le blé, moi aussi. Bon, on sait que notre fils, évidemment, on ne va pas l'encourager à prendre du blé parce qu'il a déjà cette orientation-là pour lui. Et il y a des gens qui développent des sensibilités parce que par une trop grande consommation. Pas par terrain, mais parce qu'au départ, ils le pouvaient digérer. Mais après, il y a eu une surconsommation qui a amené au phénomène de réaction allergique. Ce qui est plus le cas maintenant qu'autre chose. Mais si on reste sur la base de ce que recommande l'OMS, c'est-à-dire manger 60% de crudité, après, on a moins l'opportunité de faire des écarts qui nous amènent à des dysfonctionnements. C'est un peu toujours pareil. Ça dépend de... Et puis dans quel état on les mange, on va dire, si on mange pour manger. Le pain, évidemment, c'est... Mais ça sera toujours mieux de prendre du pain SN, c'est sûr, au départ. Si on aime vraiment le pain. De dire, je garde le pain, mais vu que j'aime cette texture-là, je prendrai un peu de pain SN pour varier. Le bouillon de miso, tu fais comment? Le bouillon de miso. Ah bah alors le plus, parce que c'est compliqué de le diluer, l'idéal c'est de le prendre, moi je sais quand je l'intègre, je fais bouillir un peu d'eau, ou si je fais un bouillon, je fais un bouillon de légumes, je récupère de l'eau chaude, je mets dans un bol, je mets de la pâte miso et je fouette à la fourchette, je le dilue et après je le réintègre dans le bouillon complet. Parce que sinon on peut pas le diluer, à moins de chauffer très fort puis d'y aller au fouet, mais avec celui-là vous y arriverez même jamais. Donc il faut toujours le sortir, faut le faire à part avant de le réintégrer. Le plus simple à diluer, ça reste celui-là. Celui-là, moi je l'intègre plus dans les pâtés, dans les sauces que je mixe. Voilà, ou des fois moi je l'adore celui-là, donc j'en prends des petites lamelles et puis je le tartine justement un petit peu sur des choses comme ça. Là c'est vraiment de la gourmandise. Mais pareil, il faut y aller mollo parce que là il y a beaucoup de sel. Là on le sent, c'est extrêmement salé. Ah ouais, le miso de manière générale, c'est extrêmement... Je ne sais pas quelle teneur en sel il y a, mais c'est extrêmement salé. Là pour l'indication, de l'orge, il y en a 41%, donc c'est quand même pas mal. Là ils indiquent 6 mois avant consommation. Et ils indiquent de conserver au frais. Bon, je pense par mesure préventive aussi. Ah bah non, là, si on met ça, on ne sale pas le potage, là, il est déjà salé. Il est déjà salé tout seul. Puis il est coloré après. En noir. Ouais, c'est très très concentré. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Pour un bon bol seul, une cuillère à café, ça suffit. Quand on réhydrate des fruits qu'on a fait sécher ou des légumes, est-ce qu'on peut utiliser l'eau ou est-ce que c'est comme avec les amandes? Non, là, autant l'utiliser parce qu'on est sûr d'avoir quelques nutriments qui se seront échappés. Non, ce qui s'échappe, ce qui est toxique, c'est quand on a un produit qui est sec et qu'on va amener à germination. C'est-à-dire que là, c'est les inhibiteurs d'enzymes qui vont être relâchés, ce qui ne sera pas le cas dans un fruit que lui sera arrivé à maturité quand on l'aura fait déshydrater. Donc là, il n'y a pas de souci. Fruits ou légumes. Excuse-moi, j'ai pas compris ce qui est nocif, tu dis Quand on réhydrate des amandes. Voilà, c'est les inhibiteurs d'enzymes. En gros, il y a des facteurs intrinsèques, notamment au niveau des céréales, des légumineuses et des oléagineux, pour pas qu'ils germent sporadiquement dans la nature, et qui font que d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'on digère assez mal. Ouais. C'est surtout à destination des oiseaux. Parce qu'eux, il faut qu'ils fassent. Ils ont un gésier, un jabot. Donc, ils font germer la graine et de la broie, et si ça passe à travers ça, c'est rejeté par les
C'est un mécanisme de protection naturelle pour que ça puisse continuer de germer sporadiquement à travers les selles des oiseaux, puis aussi que ça germe pas n'importe comment. Donc ça, c'est des facteurs bloquants, ce qu'on appelle des inhibiteurs d'enzymes, ce qui bloque la vie, et qui vont être réactivés en fonction de 3 choses, l'absence de lumière, l'humidité et une chaleur suffisante. Et dès l'instant qu'il y a ces conditions qui sont réunies, il va y avoir une migration de ces inhibiteurs-là dans l'eau environnante, enfin, qui va amener la nutrition de la graine, et ça, c'est assez peu digeste. C'est bourré de nutriments, parce que évidemment, donc ça sera plus à utiliser comme eau d'arrosage, mais c'est assez peu digeste. Par contre, ça m'amène à un truc que j'ai oublié de dire, c'est le Rejuvelac, qui est une boisson, l'eau de trempage du blé. C'est la seule, on peut la faire fermenter pendant 2-3 jours, elle est très nutritive. Donc là, par contre, il faut rincer les grains de blé avant de les faire tremper. La première eau de trempage, le blé, c'est 24 heures, le trempage, et vous conservez l'eau, et là, ça amène des propriétés analogues à ça. C'est pas terrible, au goût non plus. Moi, j'en faisais il y a 5-6 ans, on n'avait pas trop refait, quoi. J'ai oublié comme boisson, il y a la Fresnette aussi, qui est là, plus dans les campagnes. J'en ai jamais vu commercialiser, je crois. Ça se commercialise, la Fresnette? D'accord. Il y en a ici? On n'en a plus en ce moment, mais ça existe. Il y avait notamment une entreprise dans le Jura qui en faisait. Ah d'accord, ça c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Voilà, j'ai oublié de citer ces boissons-là. Et ça c'est intéressant aussi. Ah oui, oui. Oui, oui. Donc ça c'est des boissons vraiment qui sont séculaires, quoi. Mais le Rejuvelac c'est assez intéressant. Et là pour le coup c'est à moindre coût, hein, parce que du blé bio au kilo c'est vraiment très peu cher. Vous pouvez vous faire du coup vos pains SN, et l'eau de trempage vous la récupérez pour la boire. Mais là il faut voir ça comme un thérapeutique, c'est pas une boisson de plaisir. Et je vous aurais prévenu. Hein. Mais pour le reste, si vous regardez, quand vous faites tremper des lentilles, l'eau elle est noire, elle vous donne absolument pas envie de la boire. Puis si vous la sentez, si vous la goûtez, voilà. Donc là, c'est par contre très utile pour les plantes parce que bourré de minéraux et de vitamines qui sont recyclés. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la conférence de manière générale? Lactofermentation, les fruits. Je lui ai dit peut-être on peut... Oui, moi j'ai jamais fait personnellement. Je sais que ça se fait. J'y ai pas trop vu l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt? Pour moi en tout cas. Parce que les fruits, je préfère les manger frais. Je sais qu'il y a des jus de fruits lactofermentés, ça se fait. Et qu'on peut faire lactofermenter des fruits. C'est pas par le même principe. Mais il y a toujours un apport de sel quand même? Ah bah ouais, pour une grosse conservation, ouais, ça c'est sûr. Ouais. D'accord. Je ne saurais pas dire quel goût ça a. De toute façon, le poivron, enfin comme on a vu, poivron, tomate, c'est des fruits, enfin botaniquement parlant. Donc si eux, ça se fait, il n'y a pas d'obstruction à ce que... Après, les fruits qui sont trop pulpeux, je pense pas que ça marcherait, ce serait les fruits. La présence de sucre, je sais pas, il n'y a pas un peu la lactofermentation. Ça, je sais... Ouais. Je sais que ça se fait, mais je me suis pas spécialement penché dessus. Mais parce que de manière opportuniste, parce que je voyais pas d'intérêt pour moi, quoi. Pour la conservation? Ouais. Je saurais pas en détail. Je sais que ça peut se faire. D'accord. Mais alors sous condition, par exemple, une banane, j'imagine que ça se fait pas. Trop de pulpe, poire, pareil. Je vois plus ça peut-être pour des pommes ou pour des... coupé en fines rondelles qu'on presse, mais peut-être pour faire du cidre, j'en sais rien. Je sais pas ce que ça donnerait en fait. Je sais pas s'il y a un apport spécifique. La question du sel, ça paraît logique d'en mettre. Après, est-ce que justement on met pas de sel mais pour les consommer plus rapidement? Je sais pas. J'ai lu que ça se faisait, mais j'avais pas investigué plus que ça. D'accord. Là, les livres que vous avez, ils en parlent pas, ils sont branchés que sur légumes, céréales, légumineuses. Là, c'est ceux que j'ai, passé. C'est pas sur celui-là qu'il y a les fruits, mais alors peut-être pas. Celui-là, il est plus vieux. Ouais. C'est un couple qui a beaucoup écrit sur l'alimentation. Celui-là, la poire. Ah, et ben alors qu'est-ce qu'il dit justement? Qu'elle est délicieuse lactofermentée avec d'autres légumes. Ah. Oui, c'est sûr. Après, sur les intégrer avec d'autres légumes, ça c'est...
C'est sûr que si on fait une association avec d'autres légumes, le processus de lactofermentation générale des légumes bénéficiera aux fruits. À tester. Je sais pas. Ah, moi je voyais des pommes peut-être. Le matin, Bah, les au pommes, petit c'est- déjeuner, une ouais. sorte de marmelade. Pourquoi pas? Ouais. Ouais, ça peut. Ouais. Même des pommes mélangées, du coup, ça contrebalancerait peut-être un peu l'amertume de certains légumes. La pomme, c'est vraiment le seul fruit qui se marie avec. C'est l'unique fruit qui peut se marier avec les autres légumes. Au niveau de sa digestibilité, il n'entraîne pas de. Donc, pour ça, quand on met des pommes dans des salades, c'est pas gênant. D'autres fruits, ça viendra perturber au niveau de la présence de sucre, notamment. Mais la pomme, elle n'a pas cet effet retors là, quoi. À essayer, il faudrait nous retenir au courant pour la recette de la marmelade aux pommes. On pourrait déposer un brevet dessus en plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui a déjà fait lactofermenter des légumes? Personne? C'est pas commun, hein, c'est pas un truc qu'on voit beaucoup. Autant les conserves, c'est un truc très traditionnel. Moi, je sais que de la campagne, il y avait la grande cuve en alu, là. Bon, je sais pas quel matériau, là. Qui était un peu dans toutes les maisons. Autant la lactofermentation, c'est assez peu présent, quoi. Ou alors, il y a que le chou. Sauf on a le- Voilà, ouais. C'était C'est vrai. présent quand on était gamin. Moi, je me rappelle à la campagne, on n'appelait pas ça comme ça. Ouais, Ma maman, elle faisait de la choucroute, des haricots au sel. Je ne sais pas si vous connaissez. oui, bah oui. C'était délicieux, ça. Enfin, elle faisait plein de trucs comme ça. Oui, Mais on vous n'appelait avez pas ça fait- comme ça. Une couche de sel, Voilà. une autre couche, une couche de sel. Mais donc le chou, on le cuit là Oui, c'est ce dans que la j'allais choucroute. dire, la On choucroute. parlait Ah oui, qu'il après. fallait pas de cuisson après. Ah, mais chacun fait ce qu'il veut. Ah, mais attendez, on va revenir à la choucroute, hein. Saucisse. Oui, d'accord. Ouais. Ah, mais là, on a pu. Eh ben, elle se mange crue. Elle peut se manger crue. Elle peut se manger crue. Bien sûr, ouais. Oui, Ah ouais, ouais. oui. Bah, le coup de chou Oui, mais peut se alors- manger cru. C'est juste après, là, on a de la gastronomie avec tous les guillemets que ça comporte. D'accord. Et là, oui, elle est travaillée. Après, on va dire, bah, elle est meilleure le lendemain, sur le lendemain, réchauffée, avec un gewürztraminer. Voilà, on n'est plus dans. On n'est plus dans la conservation des enzymes, là. On est dans autre chose. On est dans. Ouais. Voilà, on est dans la gastronomie, ouais. Oui, sauf que la crue, c'est la marque d'ici, là, ça va. Mais sinon, la crue qu'on achèterait à Carrefour. Alors là, Ah, bah, elle est acide. Bah oui, Elle a- c'est d'ailleurs pas. Enfin, je sais pas comment elle est faite. Mais c'est pas. Oui, je veux pas être Elle est bête. super Bah, acide. disons qu'elle Alors brûle, que là, quoi. c'est- Ah oui. ouais, là, c'est différent. Ah ouais, vraiment. Bah, elle est très douce. Celle qui est dans les petits pots de 1 kg, là. 1 kilo ou Ouais. en 5 kilos. Ouais, elle est vraiment très bonne. Hein. Moi, c'est d'ailleurs la première que j'avais goûtée, Oui. crue, quoi. Ah Où oui, je mangeais Et cru. puis en cuisson, elle demande peu de cuisson. Enfin, oui, c'est vraiment, ouais, vraiment. Oui, le procédé de fabrication. Le travail n'est pas le doit être même. différent. Puis l'origine aussi du- le temps de fermentation ne doit Oui. pas être le même non plus. Oui, Ouais. c'est ça. Et l'origine encore moins. Ouais. Bah, oui. Et donc le chou, ce qu'il y a, c'est que là on parlait des bacilles qui doivent être présents. Le chou en agronomie, on appelle ça la pompe à merde. Parce que c'est vraiment c'est un capteur de tout ce qui est toxique dans le sol. Donc il y a des gens qui dépolluent des champs juste en plantant des choux-fleurs. Donc tout ce qui est crucifère, ça aspire vraiment ce qui est toxique. Donc non seulement en traditionnel, on va mettre du pesticide, et en plus il va y avoir ceux qui sont en dehors, et puis le chou va avoir la capacité à tous les capter. Donc forcément, dans le processus de lactofermentation, il va y avoir un déséquilibre qui va se faire à un moment ou à un autre. Ça va pas être optimum comme un chou bio, ou ça c'est sûr, quoi. Pour ça que pour moi, il y a deux choses qui devraient se consommer bio, c'est les choux et les huiles. C'est-à-dire des aliments concentrateurs, on peut dire. Ouais, c'est vraiment, ça devrait être la base de la base pour tout à chacun, quoi. Même les gens qui n'ont pas de réflexion sur le bio, Oui, oui, ça oui. serait quelque chose de... Surtout que les graisses font migrer encore plus vite les éléments toxiques. Alors, bon. Ouais. Et quand on parle de choucroute de rave, c'est Du chou rave, je pense. c'est du chou Ouais. rave. Qui est beaucoup plus Vous doux. l'avez, hein, Ouais. du chou rave. Ouais, qui est beaucoup plus doux.
Très très bon chou rave. Elle est bonne. Ouais, C'est bon. c'est vraiment. Et là, cru pour le coup, c'est vraiment délicieux, quoi. Le chou rave. C'est entre le chou et la pomme, là, pour la peine. Ouais. Il y en a 2 variétés, je crois, ici. Du chou rave. Non, il y a du violet, puis. Oui, on a du violet, Ouais. mais il me semble qu'ils sont assez gros, ceux Ouais. qu'ils utilisent pour les. Ah oui, oui, Ils peuvent les mettre en. Souvent, ça fait comme des espèces de gros filaments. Ouais. Il y a une machine pour ça, je crois. ouais. Bah, c'est pas très connu non plus le chou rave, mais pareil, c'est un goût qui est particulier, qui vaut le coup. Après, quand on fait des légumes lactofermentés, ça vaut le coup d'essayer certaines associations aussi. Ce qui permettrait de faire goût. Par exemple, des radis noirs. Moi, je sais que j'aime pas trop cru, alors que lactofermenté, j'aime bien. Mais cru, ça passe pas. Alors que, voilà, c'est toujours bien d'amener de l'amertume, parce qu'on a toujours une alimentation qui est très similaire au niveau de l'approche gustative. Et les légumes lactofermentés, c'est un bon moyen aussi d'ouvrir son panel de saveurs aussi. Si on parle de la choucroute, on en mange davantage que nous deux en cuillère. Ah oui, bien sûr, ouais. Bah bon, quand on mange la choucroute, généralement, c'est plus occasionnel. Voilà. Mais encore une fois, la choucroute, on en a quelque chose de... On est dans un plat traditionnel, ce qui fait qu'en fait, la choucroute, on en mange, d'ailleurs, que dans la choucroute. On va dire, non mais, bêtement, le chou lactofermenté, on n'en mange que dans la choucroute. Il n'y a quasiment aucune autre recette. Qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, que pour ce que vous nous avez dit tout à l'heure, 1 à 2 cuillères par jour, et la choucroute qu'on peut en manger Ah, c'est pas qu'on peut pas trop en manger, mais là on va en manger, c'est ce que je disais, c'est la fréquence qui va induire un effet. La choucroute, on va en manger une fois tous les 10 jours ou toutes les 3 semaines en hiver, ça fera pas grand chose. Si on cherche à avoir un effet, mais le but c'est pas d'en manger beaucoup, c'est de manger à une dose correcte et régulièrement. C'est pas qu'on va manger de la choucroute tous les jours, forcément ça va déséquilibrer quelque chose. Le trop, c'est pas le mieux. C'est pas un grand risque qu'on va courir, c'est qu'au bout d'un moment donné, on va voir tout de suite sur notre transit que ça convient pas. De la même façon que si je mange de la saucisse 3 fois par jour, tous les jours, ça va se voir sur mon transit. C'est pour ça que c'est pas l'exception, c'est pas tant un problème en fait au niveau de la santé et de la digestion, ça va être plutôt la fréquence. Et aussi le marqueur que ça va indiquer au niveau de crise aiguë. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne mangent pas d'aliments lactofermentés, ils vont avoir une diarrhée juste derrière, parce qu'il y aura un aliment entre guillemets sain et puis actif qui va arriver dans leur sphère intestinale et puis qui va faire le ménage. Alors qu'ils ne mangeaient peut-être jamais de crudités ou de choses saines. Donc ça aura un effet très impactant chez eux. Puis quelqu'un qui a une alimentation correcte, équilibrée, il n'y aura aucun effet, visible en tout cas. C'est pour ça qu'on peut pas dire, moi il y a des gens qui me disent les fruits et puis les légumes c'est mauvais pour la santé, la preuve ça nous fait aller en diarrhée. Je dis, ça dépend qui. Ça va dépendre qui, puis de l'état de ses intestins. Il y a des gens, oui, ce qu'on disait, ça va avoir un effet très inflammant, très irritant, c'est clair, mais c'est pas le but premier de la crudité de donner la diarrhée à quelqu'un. Parce que j'ai toujours, est-ce que le salami ou est-ce que la charcuterie te donne la diarrhée? Non. Bon, bah, tout va bien alors. C'est que tu es plus fait pour manger du salami que pour manger une pomme. On rigole, mais c'est un peu... Il y a beaucoup de thérapeutes qui jettent l'opprobre sur les crudités à cause de ça. Sous prétexte que ça induit... Alors moi, souvent l'exemple que je prends, c'est de dire... je prends l'exemple d'un fumeur qui fume un paquet de clopes par jour, fumer une cigarette ne le fait pas tousser. Si je l'emmène à Avoriaz, à 2500 mètres, il va cracher ses poumons à cause de l'air pur. Est-ce que l'air pur est moins bon que le... Est-ce qu'on doit se baser sur la réaction symptomatique pour tirer un diagnostic? C'est ça où c'est compliqué. Là, si on ne prend pas le corps dans son ensemble, on ne va pas... Pourtant, la première cigarette du fumeur, il a toussé. Il a eu le message du corps, qui a été inhibé quelque part. Et la première crudité qu'on a mangée, sans doute qu'on n'a pas eu de diarrhée. Sans doute. Donc en gros, on peut se baser sur la réaction d'un aliment qu'à partir de la première fois où on l'a consommé. On peut
peut se poser des questions sur tous les aliments. La première fois, est-ce que ça m'a fait plaisir de la consommer la première fois et quelle a été mes réactions? L'alcool, c'est la même chose, ça brûle l'artère. Ah, on se force, on va faire. Mais c'est tout un contexte social qui fait qu'on va se forcer à aimer. C'est-à-dire la cigarette, c'est une prestance, puis l'alcool, c'est une acceptation. Donc on va pas être à l'écoute, on veut surtout pas être à l'écoute des messages dans notre corps, on veut plutôt être écouté par les autres. Dans ce moment-là, généralement l'adolescence. Et puis du coup, mais on a oublié qu'il y a eu ces réactions-là qui étaient très vives et très violentes. Par contre, les crudités, on va tout de suite les mettre en avant en tant que... On va les accuser. Donc voilà. Mais légumes lactofermentés, il y a très peu de cas où ça passe pas, quoi. Très très doux. Pour ça que pour moi, c'est une bonne introduction vers l'alimentation santé. On apporte un plus, on bouleverse pas grand-chose. Donc ça peut être une petite touche qui est assez intéressante au départ. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Et puis pour les questions, c'était sympa. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour l'atelier, peuvent me voir. Et s'il y en a qui sont intéressés pour recevoir mes notes, je pourrais leur envoyer par mail. Parce que là, j'avais essayé d'être assez... vu que c'était un sujet très précis, j'avais essayé d'être le plus synthétique possible. C'est pas mon d'habitude de venir avec mes notes, c'est même la première fois, je pense. Mais voilà, c'était pour essayer d'être le plus complet possible et rien oublier. Donc voilà, vous pourrez me laisser votre mail au verso d'une feuille et puis je vous l'enverrai dans la semaine prochaine avec grand plaisir.